Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver après ces 10 jours de repos bien mérités. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan. Tout d'abord, ça va Alan, qui est aussi de retour lui. C'est ça. Salut Ben, salut tout le monde. Et Pierre, ça va Pierre? Salut Ben, salut tout le monde, ça va. Alors aujourd'hui, tous les trois, on va pas faire le classique tour d'horizon série après série parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a trouvé très intéressant à faire. Donc du coup, on a décidé de se poser 10 questions, les 10 questions qui nous sont venues après ces, en gros, 10 jours de play-off. Ça concerne des fois certaines équipes, certains joueurs ou même ce qui peut se passer cet été. Et voilà, on va essayer d'y répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, nos Twitter perso, les plateformes de streaming comme iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict, où vous pouvez nous laisser des commentaires. Ça nous fait plaisir. Et voilà, j'en ai fini pour mon intro. Fini les rigolades comme pendant le marathon. Là, on est très sérieux. Oui, c'est pas possible. On va être très sérieux. Et après la pause, on se retrouve pour prendre les premières questions. Première partie, on va commencer par l'actualité chaude, c'est Paul George. Les Pacers ont subi un sweep, j'ai envie de dire quelle surprise, face aux Cavs. Et du coup, la question Paul George, elle est plus forte que jamais, faut-il le garder, etc. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de tractations. Alors, avant de parler de Paul George et de vous lancer sur le sujet, les mecs, je pense qu'il faut mettre à plat la question de contrat, c'est un élément central. Ça va être un peu long, alors on s'excuse, mais ça va être un peu long, mais je pense que ça va aider, tout le monde va mieux comprendre après parce que ça peut être un peu compliqué. Alors, on va commencer tout simplement. Paul George est sous contrat jusqu'en 2018-2019. L'année prochaine, c'est 19 millions l'année. L'année d'après, c'est une option joueur qui peut décliner et qui va sûrement décliner. On peut penser à 20 millions. Or ça, c'est le premier élément important. C'est que si on venait à le transférer, il y aurait une année de contrat pleine et après, c'est libre à lui. Il a une option. Ensuite, et comme nous l'a fait remarquer Tom, qu'on salue, il y a la question de son extension. Si vous suivez la NBA, vous en avez entendu parler, Paul George, il a un peu, pas réclamé, mais il aimerait bien être dans une All-NBA team. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il est dans une All-NBA team, il serait éligible pour ce qu'on appelle la Designated Player Veteran Extension, avec un accent de merde. Alors, c'est quoi cette extension ? C'est une extension à 200 millions. C'est la fameuse extension à 200 millions qui équivaut à 30 à 35% du cap. Problème, c'est qu'on va savoir s'il est éligible ou pas à cette extension après la draft. Ce qui veut dire qu'en gros, pour ce qui est des transferts, ça va être quasiment très difficile parce qu'on en discutera après. Si Larry Bird veut le transférer sans savoir ce qu'il pourra lui donner cet été, c'est un vrai casse-tête. Et enfin, bien sûr, on peut le dire, mais en cas d'arrivée dans une autre franchise, Paul George peut renégocier son contrat. J'espère que... Est-ce que vous m'avez suivi déjà, les mecs ? On suit. Donc, pour ce qui est très simple, alors, à l'heure actuelle, il y a en gros 3 choix. C'est-à-dire, si Paul George reste, il peut rester à Indiana, mais il fait 1 an, et ensuite, ça peut être bye-bye. Il peut rester à Indiana, mais il n'aura pas la fameuse extension à 200 millions. Je précise que cette extension à 200 millions, il ne peut pas l'avoir autre part. C'est réservé aux joueurs qui ont fait 8 ans ou 9 dans la même franchise. Et s'il venait à signer autre part une extension, ça serait 70 millions de moins. Pour vous donner une idée, c'est colossal. Après, c'est question de contrat, je sais, j'ai pas dû être clair pour tout le monde. On est débarrassé de ça. On va commencer par le vrai sujet, Paul George, série de playoffs, on en discutera bonne, je pense. Mais Alan, je vais te donner la parole vu que ça fait longtemps que tu dois avoir rongé ton frein. Est-ce que c'est le moment pour la franchise d'Indiana et Larry Bird de dire au revoir à Paul George ? C'est compliqué de dire ça après ce qu'il a montré quand même, parce que si tu regardes, en fait, c'est juste que LeBron il est trop fort sur la série et que voilà, il peut pas faire grand-chose. Sur le plan statistique, il fait une belle série quand même, Paul George. Je trouve, tu vois, complet en plus, avec des bons pourcentages, même si on en parlera sur un peu les stats avancées, ça vient nuancer son impact. Mais moi, plus que en finir avec Paul George, il faut en finir avec Nate McMillan et Lane Stephenson tout d'abord. Mais vraiment. Ça commence. En 2017, tu peux pas faire des ajustements où tu as Lane Stephenson et Monta Ellis sur un terrain en même temps. En espèce de héros salvateur. Ouais, en héros hybride. Offensivement, ça n'apporte pas, ça tue ton spacing. Et défensivement, tu te fais démonter. Donc voilà. Mais l'équipe autour de lui, elle était bonne sur le papier en début de saison. Moi, je me rappelle, je les avais mis haut, j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait. On attendait un Miles Turner
qui allait vraiment franchir un cap dans son année sophomore. Moi, j'ai trouvé, même si voilà, on parle beaucoup de ses sorties médiatiques et de ses fins de match, surtout dans le match 1, dans le match 3, je trouve même que c'est un excellent joueur et que pour Indiana, tu vas pas retrouver ce gars si facilement que ça. Après, si tu penses que tu peux construire autour de Miles Turner, libre à toi. Mais des Paul George dans ta franchise, t'en as pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Donc c'est vraiment, et c'était la même tractation autour de la trade deadline. Ça va être pareil autour de la draft et avant la free agency. Je pense que c'est le dossier chaud de l'été. Hein. Pierre, au moment où Alan a dit construire ta franchise avec Miles Turner, j'ai cru entrevoir un soufflement, un ricanement. Ouais, j'y crois pas du tout. C'est ça, c'est non. Pour toi. Ouais, voilà. Non, Miles Turner, non. Mais en fait, moi, je me dis qu'Indiana a la chance que peu d'équipes ont encore, c'est d'avoir une vraie superstar sur qui tu peux construire ton équipe. Je pense que là-dessus on est d'accord. Paul George, quand tu vois ce qu'il peut faire en playoff et quand il peut presque regarder LeBron dans les yeux, enfin, au bout d'un moment, tu peux construire autour de lui, quoi. Mais moi, je m'interroge beaucoup sur son envie à lui de rester à Indiana et d'être la figure de cette franchise, parce que sur cette série de playoffs, oui, il a très bien joué, mais dans l'attitude et dans le hors-terrain, il n'a pas agi pour moi comme un leader exemplaire et très loin de là, quoi. C'est-à-dire que sur la série, il a beaucoup pleuré sur les arbitres, etc., réclamé des fautes, plutôt qu'essayer de motiver sur ses coéquipiers. Dans les sorties dans la presse derrière, quand tu critiques un peu CJ Miles parce qu'il a tiré mais de te refaire la passe, après tu critiques Stephenson, etc., c'est jamais très bon, quoi, quand t'es censé être le leader de l'équipe. Donc moi j'ai un peu de mal à ce niveau-là de voir comment lui il pourrait avoir envie de continuer dans cette équipe-là. Après, si t'es les directeurs d'Indiana, il faut que tu le signes, il faut que tu donnes les sous, hein, au bout d'un moment. Mais j'ai du mal à savoir si le gars est motivé, quoi. Après la sortie médiatique, c'est une petite phrase sur Stephenson. Non, je suis pas d'accord. Il le fait après le match 1, il le fait après le match 2. Mais après, ça fait chaque match, hein. Et il en a fait plusieurs pendant la saison. Autant, on l'a dit, on adore Paul George, mais je trouve que moi, j'ai jamais compris les joueurs qui une petite pique dans les médias pour faire réagir tes coéquipiers. Oui, mais cibler clairement certains de tes coéquipiers, je trouve ça, c'est pas le comportement. Tu l'as parfaitement dit, Pierre. C'est pas le comportement d'un leader, ça se fait pas. Franchement, je trouve qu'on retient juste cette petite phrase et sur sa sortie sur le match 1 sur Miles, d'accord. Celle sur Stephenson. Quand tu dis à un de tes coéquipiers, tu dois jouer plus avec ton cerveau, c'est quand même, je suis désolé, mais. Mais c'est la vérité. Oui, même si c'est vrai, mais c'est la vérité. Oui, mais tu peux pas dire ça. C'est comme, je sais pas, c'est Westbrook qui sort en déclat. Non, mais Kyle Singler, tu devrais te mettre à la pelote basque. Enfin, ça se fait pas. Kyle Singler, il joue pas autant que Lance Stephenson joue aux Pacers. Mais tu vois, là, Westbrook a pas démonté Oladipo sur les premiers matchs. Enfin, c'est mais tu vois, ça se fait pas. Alors oui, c'est vrai, mais c'est des trucs qui doivent se faire en interne. Oui, c'est de la mauvaise communication, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il y a LeBron contre lui, il se dit, je vais essayer de réveiller mes troupes. Et si tu regardes dans le début du match 3 et même un peu hier, ça a fonctionné. Sauf qu'en face, c'est juste trop fort. Ouais, par contre, sur cet aspect-là, je suis d'accord. Il fait encore des super playoffs. C'est trop fort, mais j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Pierre. Ok, niveau talent, il y a tout, mais il y a la sensation qu'il veut plus être là. Et tu peux pas avoir ton leader qui a pas envie d'être chez toi parce que il a clairement la tête ailleurs. Alors, c'est difficile pour nous de juger ce que pense vraiment le mec, mais il a pas l'air trop là. Ça fait bien 5-6 mois. Ça devait dater du mois de février. Il commençait à dire je sais pas si je vais re-signer, je vais être dans une équipe qui gagne et tout. Oui, alors certes, il réclamait des joueurs aussi. Enfin, voilà, alors certes, la construction de l'équipe, Nate McMillan, je m'en rappelle, moi j'étais pas fan du tout. On m'expliquait il avait fait des trucs à Portland. Oui, à Portland, il avait une équipe blindée, donc forcément il faisait des trucs. D'ailleurs, il a pas fait grand chose, il a dû passer un tour une fois. Il a rempli l'infirmerie. Il a rempli l'infirmerie aussi. Donc oui, ça c'est les changements. Mais le problème c'est que on le sait bien, les mecs en NBA, McMillan, fort probable qu'il aura peut-être une seconde chance, à part si Paul George explique. C'est déjà sa seconde chance. Oui, mais on vire pas des coachs au bout d'un an en NBA. Ah non. Je sais. Je le sens quand même un petit peu menacé quand même.
Quand tu te fais sweeper, Bah, tu fais 8, ils alors que sous-performent. tu fais 7 Ils- alors que t'es une équipe censée être plus Ils forte. sous-performent pas. Ah, je suis pas d'accord. Ils amènent Jeff Teague en début de saison, tout le monde les met dans le top 4 quasiment, limite 5e. Hein. Ouais, Ben, Ils on en avait finissent parlé sept. dans le bilan de la saison, je crois, on en avait parlé en déception Ouais. un petit peu, hein, donc c'est qu'on les attendait plus haut quand même. Hein. Mais sur cette série de playoffs, je suis désolé, on l'avait dit entre nous. Ah, sur Enfin, cette série, oui. je l'avais dit avec Pierre. Pour moi, Mm. à part les Cavs et Washington, ils pouvaient sortir n'importe qui à l'est. Mm. C'est juste qu'ils sont tombés sur la mauvaise équipe en face. Mais du Le coup, mauvais pour revenir, Gugus. ouais, c'est une question de. Ce qui fait que je continue à persister. Ça, on fera un podcast dessus, mais qu'en playoff, on devrait donner aux équipes la possibilité de choisir la tête de série basse qu'elles veulent taper. Piste de réflexion. Mais du coup, pour en revenir à Paul George, moi, je pense qu'il va. C'est un problème qu'on puisse pas savoir parce que dans l'idéal, s'il est éligible à l'extension, bien sûr, il va prendre les 200 millions. Il fait encore un an à Indiana parce qu'il peut pas être tradé dans la première année de sa signature. Et on repousse le problème à un an. Mais pour moi, j'ai du mal à l'imaginer à Indiana encore. Ça fait vraiment fin de cycle, l'élimination hier. Ben, le problème pour Indiana, c'est que vu l'état actuel des choses, t'as de fortes chances que s'il signe pas l'extension, Paul George va s'en aller quand il sera free agent. Et donc dans ce cas-là, il faut le trader pour avoir quelque chose en retour, quoi, pour pas se retrouver dans la situation d'Oklahoma l'année dernière. C'est un exemple, quoi, mais c'est assez compliqué, quoi. Et la cérémonie des récompenses, au final, ça les arrange pas du tout. Et ça, c'est ridicule. Ça, c'est juste pour faire de l'argent parce que en soi, c'est ridicule de donner les trophées en Faut la fin faire juin. avant les playoffs. Je trouve l'idée d'une cérémonie bien, mais la faire avant, quoi. Surtout si Ouais, ça ça, dépend de la saison régulière. Quand tu fais avant les finales, je pense. Tu vois, il y a un temps de latence. Ouais, mais avant les finales, tu prends le risque de vénérer certains joueurs juste pour la finale, quoi. Non, puis tu prends surtout le risque il y a fort probable qu'il y ait des mecs qui aient des trophées en finale, ils ont autre chose à faire qu'aller aller faire une cérémonie pour des trophées. C'est vrai. Ouais, mais C'est ils y vont pas. Tu fais comme en NFL, les mecs ils vont pas. Ah ouais, mais si t'as pas ton MVP dans la soirée de remise des trophées, ça le fait quand même pas. Hein. Ouais. Mais du coup, ouais, pour en revenir à Paul George, là, parce qu'on digresse beaucoup, je persiste à dire, je pense que c'est peut-être la fin de l'aventure à Indiana. Je sais pas, après, je sais pas où, parce que quand on me parle par exemple, destination, je sais que quelqu'un avait mis sa main coupée qu'il irait aux Lakers. Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit l'idée du siècle d'aller aux Lakers actuellement. Je pense pas que c'était l'idée du siècle de mettre sa main à couper non plus. Parce que autant, en fait, c'est deux problèmes différents. Autant à l'Est, c'est bloqué parce qu'il y a LeBron, mais tu peux être un deuxième. Autant à l'Ouest, c'est peut-être un poil plus ouvert parce qu'il n'y a pas d'équipe à LeBron. Mais être deuxième, c'est inenvisageable pour les Lakers à court terme. Donc du coup, si je devais parier, je pense qu'il part, mais je sais pas encore où. Je pense qu'il part quand même. Les Lakers, ils ont de quoi proposer à Indiana un package sympa. Oui. Bah, les Lakers, ça sera surtout déterminé par s'ils ont ou pas leur choix de draft. Voilà, s'ils l'ont, alors là, ce soir-là, ça va être la panique. Mais s'ils l'ont, ça peut être crédible. Un top 3 et je sais pas quoi contre PG, ça se vend. Et je sais pas quoi, ils vont pas lâcher Ingram ou quoique Paul George, c'est quand même, on reviendra sur ce débat, mais c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Hein, donc si tu fais pas comme les Kings, c'est-à-dire n'importe quoi, tu peux en demander beaucoup. Tu peux récupérer un package sympa et puis en fait, il faut voir ceux qui ont des assets, ceux qui ont du cap et puis une destination voulue par le joueur. Même si on sait que dans ces temps modernes, les destinations voulues, c'est plus comme avant où ils allaient dans les gros marchés, dans les grandes villes. Hein. Moi, les Celtics, par contre, je vais pas remettre je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais les Celtics, pour moi, c'est parfait comme destination parce que il reste à l'est, c'est-à-dire il reste dans une conférence où c'est peut-être le deuxième meilleur joueur. C'est notre question d'après, on va y venir. Et oui, pour moi, c'est logique. Et les Celtics, ça reste quand même. Alors, ils sont certes en difficulté, mais ça reste une des grosses puissances à l'Est. Donc, ça a parfaitement de sens. Et c'est une équipe qui peut lâcher. Pierre, je t'ai entendu. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est ça? Oui, ben moi, déjà, je pensais que ça allait peut-être même se faire avant, là. Il y avait eu des offres des Celtics avec un petit package, mais il y avait 2-3 éléments qui avaient bloqué. Mais moi, je le vois bien aller là-bas. Hein. Tu les changes contre. Il n'y a pas eu d'offre. On a refusé. C'est eux qui nous ont demandé. C'est eux qui ont demandé. C'est comme pour Butler. Et Alan, avec le recul maintenant, tu dis oui? Laquelle? Avery Bradley, Jake Roder, le pick, plus Brown.
Ouh, ça me semble, ça doit être des délires de fans non bostoniens. Ils ont demandé moins que ça. Ce qu'aurait demandé, les Bulls, c'est Bradley, Crowder, le pick. Et Bradley, Crowder, le pick, est-ce que tu les changes à l'heure actuelle? Contre Paul George. Ouais. C'est quand même incroyable qu'il ait besoin de réflexion. Hein. Il n'y a pas besoin de réflexion pour un échange comme ça. Il y a LeBron dans la conférence. Donc tu bouges pas. J'ai envie de te dire que je joue le court terme. Bien sûr que j'ai envie de bouger. Bien sûr que j'ai envie d'avoir Paul George avec Haïti et dans notre équipe avec Stevens et tout. Mais il y a LeBron, mec. Je suis pas sûr que ça tape LeBron en finale de conf. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, je suis le premier à me plaindre de l'Est, mais on se plaint toujours de l'Est, mais quand tu nous entends, c'est pour ça en fait qu'on peut se plaindre de l'Est, c'est qu'il y a LeBron. Faut pas se leurrer pourquoi aucune superstar ne fait le chemin inverse, va à l'Est. C'est que les mecs ont peur. C'est que les seuls projets, LeBron, il détruit les projets à l'Est, que le seul mec qui s'est risqué un peu crédible dernièrement, c'est Carmelo, et voilà où en est Carmelo actuellement. Alors certes, il le fait dans une franchise dysfonctionnelle, mais tu prends pas le risque. Du coup, c'est pour Carmelo a été à l'Est comme ça au moment de la superpuissance de LeBron. C'est pour ça. Après, PG a 6 ans de moins que LeBron, hein, donc tu peux peut-être te dire t'attends le déclin, mais pour moi, je suis PG, je reste à l'Est et les Celtics, c'est clairement une destination. Ah, mais on l'accueille avec plaisir. Du coup, notre deuxième question va peut-être un peu plus court sur celle-ci. C'est par rapport à un sujet qui est souvent revenu, c'est la question du deuxième meilleur joueur à l'Est. On a souvent donné PG, mais en l'occurrence, là, John Wall fait des playoffs assez exceptionnels. Giannis a fait 2 premiers matchs à Toronto assez exceptionnels aussi. Pierre, qui est le deuxième meilleur joueur à l'Est actuellement et est-ce que c'est toujours PG? C'est un peu ça la question. Ouais, moi je pense qu'en niveau réel, qu'en talent, etc., ça reste Paul George. Et que il fait une bonne série de playoffs, mais il aurait pu en faire une encore plus monstrueuse contre une autre équipe en fait. Et du fait qu'il prenne les caves, ça diminue un petit peu ses performances. Comme il perd les matchs, comme c'est plus compliqué pour lui parce que t'as du monde en face, etc. Après, moi j'avais une petite mention, comme t'as dit pour Wall, qui fait des playoffs monstrueux, vraiment. Même si que d'un côté du terrain. Ouais, même si hier on a eu gros débat là-dessus, il fait quand même des gros playoffs. Et puis sur Millsap, moi quand tu regardes les stats avancées, etc., il fait quand même aussi des gros playoffs, même si sur les premiers matchs il a eu du mal. Il revient très bien là sur les 2 derniers. Mais Millsap, c'est pas le deuxième meilleur joueur de l'Est, mais sur ses playoffs, c'est une mention, quoi. C'est une mention spéciale. Sur ses playoffs, il a un très gros niveau, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord. Je reste avec PG. Parce que, comme l'a dit très bien Alan, Wall, il joue que d'un côté du terrain. Paul George, il peut être très bon des 2 côtés. Et Giannis, je pense que c'est qu'une question de temps, mais il est encore trop. Ouais, c'est trop tôt. Et puis, le fait qu'il est pas capable de mettre il est incapable de mettre un tir à plus de 3 mètres. Il a mis un 3 points, je crois. Des fois, la foule était en délire avec Milwaukee, mais c'est pas possible. Tu peux pas. Autrement, dans tous les autres aspects du jeu, il est incroyable, mais peut-être un peu trop jeune et pas assez de tir. Ah bah quand il trouve pas les solutions dedans, il est vite en difficulté. Giannis sur le match, sur le match 4, il était en difficulté. Hein. C'était pas beau. Hein. C'était pas beau ce qu'il faisait non plus, quoi. Ouah. Ah, c'est ce match tout court qui était pas beau. Oui. On dormi ce match. Catastrophique. Et Alan, pour toi, le deuxième meilleur joueur à l'Est, est-ce que c'est toujours l'ami PG? Ouais, je pense que c'est Paul George, parce que comme je l'ai dit, quand tu tournes à 28 points, 8 rebonds, quasiment 8 passes, à 42% à 3 points, dans une série de playoffs... Alors que t'en prends 10 de 3 points. Voilà, t'en prends 10, c'est quand même impressionnant. Puis John Wall, il est excellent dans tout ça. Mais quand tu laisses Dennis Schroeder à 25 points et 8 passes de moyenne sur une série, alors que tu dois et tu peux et tu dois le démonter, ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. Après, quand tu regardes si t'enlèves ce côté-là qui se donne pas en défense. Ah, mais offensivement, il est. Offensivement, il est. Enfin, c'est quand même 50% du jeu que t'enlèves. Voilà, tu vois, c'est 50% oui, mais bien du sûr. jeu quand même. Et on connaît l'importance de Schroeder dans le jeu actuel des Hawks. Donc. Après, c'est pas et puis, j'ai l'impression que les défenses, comme je disais quand on en a parlé, elles ont compris ça. La défense des Hawks, c'est dire à Wall, mets-nous 30 points, mais nous, on va s'occuper de Porter, Bill, Bogda et peut-être même Markieff. Tant qu'on limite ces gars-là, ça devrait le faire. Et c'est ce qui s'est passé dans le match 3. Wall est exceptionnel dans le match 3. Bon, à la fin, il en fait un peu trop, mais elles se disent, ok, tu nous battras pas en faisant juste du John Wall, ça marche pas comme ça. Giannis c'est excellent quand même aussi.
Ouais, moi, c'est juste que John Wall, et même Pierre, tu dis c'est pas Harden, mais je suis désolé, John Wall, il se force pas, quoi. Non, mais c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il se force pas, quoi. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il se force pas. Et je comparais à Harden parce que comparé à Harden, tu vois, c'est qu'il a les moyens, c'est pas dans les placements, c'est juste de l'envie, quoi. Ou là où Harden, il prend que des backdoors par Robertson, etc. Enfin, il y a des 3 actions, même hier, enfin, c'était scandaleux, quoi. Je me suis dit, c'est même, il a pas envie de défendre, quoi. Surtout que PG, alors là, il a été mal servi parce que il joue une équipe des Cavs où il y a pas de, il y a LeBron forcément, mais du coup, tu domines pas LeBron, il a pas pu montrer qu'il est capable de cadenasser, parce que entre John Wall qui, alors oui, il se force pas, c'est pas Harden, mais il se force pas, il est moyen, et un mec qui est capable de cadenasser en face, il y a quand même un monde, hein. C'est pour ça, Paul George reste toujours le meilleur. Paul George, c'est un gars qui, par exemple, l'année dernière, il perd une série de playoffs contre une équipe de Toronto où son équipe est bien moins forte que celle de Toronto, mais il a quand même un net rating de quasiment plus 18 sur la série. Il est incroyable. Non, mais l'équipe ne sait pas jouer au basket quand il sort, en fait. C'était affligeant. Et il les amène au bout des 7 matchs. Ça, tu vois, c'est, encore une fois, c'est LeBron, quoi. Et question liée, qui fait, je pense que ça vient de ma mauvaise foi légendaire, mais c'est une question de Oops Hype qui m'a fait rigoler sur Twitter et que je voulais mentionner. Du coup, on dit que PG, on est plutôt d'accord, est le deuxième meilleur joueur à l'Est, loin derrière LeBron. Mais est-ce que PG est dans le Paul George dans le top 10 NBA? Ric-rac, hein. C'est ce qu'on en a parlé ce matin. Enfin, j'en ai parlé ce matin. C'est ric-rac et ça prouve bien en fait le déséquilibre parce que alors je fais pas de classement, hein, mais des joueurs meilleurs que PG pour moi, t'en as bien 7 ou 8 facile. Et du coup, ça prouve bien qu'en fait le deuxième meilleur joueur à l'Est est ric-rac top 10 NBA. Complètement. Ça veut tout dire. Je vais pas me risquer à faire le classement pour Non, mais tu cites les joueurs sans classement. Oui, allez, sans faire de classement, je mets. Bon, par contre, si je suis obligé de le citer, LeBron, un monde au-dessus du reste de la mêlée. Ensuite, t'as quoi? T'as Kawhi, t'as Curry, KD, Westbrook, CP3, Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, parce qu'il est incroyable sur ses playoffs. Ouais, mais tu vois, ça commence les derniers, c'est que c'est un débat. Tu vois, il y en a qui diront l'inverse, je pense. Oh, et Damian Lillard, je trouve que c'est difficilement discutable. Non, mais ça va voir, parce que Lillard, il défend. Je vois bien. Alors, on va expliquer quelque chose. C'est que pendant que les Washington Wizards se faisaient défoncer par les Atlanta Hawks, il y a un certain Pierre dans la rédaction qui essayait de défendre le fait que John Wall était un petit malheureux. Oh là là, il est mal entouré. Oh, il joue tellement bien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il était mal entouré. J'ai dit que les autres jouaient mal à côté de lui. Ce match-là, c'était vrai. Oui, et t'as osé faire un parallèle avec LeBron dans une autre dimension. Bref. Donc on va dans le sens où même quand on critiquait qui gardait la balle, mais moi je disais que même quand il la ressortait sur des tirs ouverts, Bill et Maurice ne mettaient pas un tir. C'est juste ça. Mais ça arrive ça arrive parfois, tu vois. Le problème c'est Cole, il défend jamais lui. Alors du coup cette question du top 10 NBA, c'était ma mauvaise foi légendaire, mais c'était juste pour montrer que c'est le déséquilibre. Alors ensuite une autre question, là c'est par rapport à une observation que j'avais faite il y a longtemps et Alan m'a dit en off qu'apparemment il y a d'autres Américains qui y avaient pensé, mais je réclame la paternité de cette idée parce que ça fait longtemps que je la fomente. Alors on va en discuter, je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi j'ai l'impression que ces Cavs de 2017 c'est un peu le Heat 2014. Heat 2014 c'est la dernière année de LeBron au Heat. Alors pourquoi? Je vais donner 2-3 points, on pourra en discuter. Tout d'abord, pour moi c'est une équipe à bout de souffle. Ça s'est vu sur la saison régulière, enchaîner les finales c'est difficile et il y a un peu de ça, j'ai l'impression que les joueurs sont à bout de souffle. Ensuite il y a l'idée de se faire shipper la première place de la conférence. Le Heat en 2014 finit deuxième derrière les Pacers. Là, les Cavs ont fini deuxième derrière les Celtics. Et dans les deux cas, c'est des têtes de série numéro 1 qui vacillent, c'est pas très sûr. Il y a encore l'idée que tous les lieutenants sous-performent. Alors, il y a peut-être un sweep côté Cavs, mais les Cavs font pas une énorme série. Kyrie sort un peu des fois, mais c'est pas génial globalement. Et surtout l'idée que c'est LeBron qui peut tenir l'équipe jusqu'en finale, mais arriver en finale, que ça soit très probablement les Warriors ou autre chose, ça sera pas suffisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce magnifique exposé? Je suis vraiment d'accord et je peux le compléter si tu veux. Vas-y. Alors mars 2017. Non mais là c'est une stat, c'est impressionnant. En mars 2017, les Cavs ont perdu 10 matchs. C'est le pire mois de LeBron depuis
novembre 2003. Donc déjà, ça vous montre le Gugus. C'est son premier mois NBA. Il avait jamais perdu plus de 10 matchs dans un mois depuis son premier mois NBA. Et le deuxième fois où c'était le pire, c'était en mars 2014. Il avait perdu 9 pas au courant de matchs. cette stat, mais Il avait perdu 9 matchs avec le Heat. Donc c'est dans sa dernière saison. Donc voilà, ça te montre donc c'est dans un podcast, comme j'ai dit, d'ESPN que des Américains en ont parlé. Il y a juste une différence, c'est que c'est au niveau en fait de la défense et de l'attaque. Miami était après le All-Star Break 2014 était 8e au defensive rating, tandis que les Cavs cette année ils étaient 28e. Et c'est plutôt l'attaque où ça allait pas trop à Miami, tandis que là cette année, LeBron avec des pistoleros à côté de lui et l'attaque elle va très bien. Mais sinon ouais c'est un peu la même chose, je trouve. Et puis, pareil, le Miami avait sweepé les Bobcats au premier tour. Pas trop de problèmes en playoff parce que c'est la conférence Est. Voilà. Non, mais les 7 stats, les amis, quand même. Il n'avait jamais perdu plus de 10 matchs dans un mois depuis son premier mois en NBA. ça va, il est pas mauvais, hein. Pas mauvais comme garçon. Mais je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais je trouve que j'avoue que j'y ai pensé à partir de janvier, février, quand ça allait moins bien. Enfin, je trouve que c'est trop évident comme parallèle et j'ai peur que ça soit vraiment ça et que les Cavs arrivent en finale et qu'ils se fassent atomiser une fois arrivés en finale. C'est vrai qu'il y a des assez gros parallèles et coïncidences, et puis même les deux équipes sortent d'un titre et tu perds de l'influx, comme tu l'as déjà dit, tu sais, tu perds de l'influx mental et l'influx physique. Et après, moi, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de comparer les effectifs, quel apport ils avaient. Et là où les Cavs sont encore moins bien que le Miami de 2014, c'est que LeBron porte encore plus l'équipe, quoi. Quand tu regardes les stats, il tire encore plus, il marque plus de points, il fait tout plus, quoi. Et il joue plus. Oui, il joue plus. Enfin voilà, dans cette équipe de Miami, t'avais d'autres joueurs capables encore d'apporter. Là, c'est presque Kyrie quand il sort de sa boîte, un peu de Love, et puis après c'est des role players, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont peut-être encore moins bien que le Heat en 2014. Après, à voir comment ça évolue, hein, parce que là où la différence aussi est plus flagrante, c'est que les joueurs des Cavs sont peut-être un peu plus jeunes, les joueurs importants, type Kyrie, type Love, même si LeBron est plus vieux, les autres joueurs importants sont peut-être un peu plus jeunes, donc ont peut-être encore un peu plus de jus, enfin tu vois. Donc je sais pas, à voir. Hein. Ouais, la puissance de feu est peut-être. Ouais, ils ont plus de puissance de feu, je pense, ces Cavs, mais niveau trajectoire, je trouve que c'est exactement la même chose. Comme je l'ai dit, t'as des mecs qui savent à peu près jouer au basket à côté. À l'Est, ça sera finale de conf minimum. Et vu le plateau, c'est ça aussi que je trouve qu'ils y ressemblent beaucoup, c'est que toutes les équipes qui auraient dû gêner les Cavs, elles sous-performent carrément. Enfin, à part les Wizards, et encore, il y a eu un match sans, ça a sous-performé à tout bout de champ. Donc, ça va passer encore une fois l'Est, ça va déformer la réalité, ça va nous faire croire que les Cavs vont être très bons, et j'ai peur qu'une fois arrivés en playoff et qu'on arrête de me dire ils vont appuyer sur le bouton en défense. Ça franchement, s'ils arrivent à passer d'une défense médiocre à une défense géniale juste pour les finales, c'est incroyable, mais j'y crois absolument pas, et j'ai vraiment peur que le parallèle avec les mois et les semaines soit de plus en plus évident. Du coup, je pense qu'on va en finir pour notre première partie, nos 3 premières questions, surtout beaucoup de PG, hein, bien sûr, parce que c'est un dossier chaud. Et on va revenir après la pause, on va rester dans la même veine, hein, puisqu'on va parler ensuite de la défense. Et est-ce que la défense n'est pas devenue has-been ? Alors, selon l'adage, on a toujours dit que c'était la défense qui faisait gagner des titres. Mais est-ce que ça n'a pas changé en NBA ? On peut se le demander, c'est le sujet de notre 4e question. La défense est-elle devenue has-been ? Alors, c'est peut-être un titre racoleur. Les réacs. Oui, voilà, les mecs tweet buzz clash. Du coup, on va peut-être juste une observation, les mecs, et je te laisserai peut-être réagir, Pierre, après. Les Cavs, on s'est plaint de leur défense, ils passent sans défense. Or, certes, l'opposition n'est pas super, mais ils défendent pas forcément. Et ils font 4 matchs. Or, il y a des matchs qui sont pas série-crack, mais ils font quand même un sweep. Et l'équipe de Mike D'Antoni, c'est des équipes, Mike D'Antoni, historiquement, c'est des équipes qu'on sait faibles, enfin, qui perdent un peu de leur domination en playoff parce que c'est un moment de la saison où il faut défendre. Et là, comme par hasard, l'équipe de Mike D'Antoni, elle fonctionne plutôt bien. Moi, je suis moyennement convaincu par ça parce que
Oui, tu peux surdominer parce que ton attaque est trop supérieure à celle adverse, et c'est ce qui se passe, je pense, pour les Cavs et Houston. Houston a une attaque beaucoup plus forte que celle d'Oklahoma, mais pour toutes les équipes, c'est pas le cas, quoi. Enfin, je pense même aux Warriors, à faire que des matchs d'attaque, ils ont eu un peu de mal par moment, et le match 2, où où ils gagnent vraiment facile, c'est parce qu'au troisième quart-temps, ils prennent 12 points et qu'ils se mettent à défendre vraiment, quoi. Et c'est à ce niveau-là que s'il peut faire la différence entre une équipe qui va juste gagner les matchs et les séries, etc., et une équipe qui va vraiment jouer le titre, par contre. Parce que, pour le coup, les Warriors, oui, ils ont une attaque surpuissante, mais ils sont capables de défendre. Et certaines équipes, ça va les limiter dans ce sens-là. Je pense que, par exemple, les Spurs peuvent pas faire un match que d'attaque contre les Grizzlies. Il faut qu'ils aient quand même un minimum de défense. Et après, la défense, elle doit prévaloir pour les petites équipes. Par exemple, Oklahoma, si on ne défend pas, si on a réussi pas à limiter Harden, etc., on peut même pas espérer gagner. Là, on n'a pas trop mal défendu sur les derniers matchs, mais on a même pas gagné hier. Donc, voilà, c'est pas que de l'attaque non plus. Et oui, c'est peut-être has-been parce que la NBA moderne, t'aimes l'attaque, t'aimes quand ça joue, que ça met des points. On est les premiers à se plaindre quand ça met aucun tir, etc. Mais t'es obligé à un moment de défendre un petit peu, quoi. D'accord. Je vais te laisser réagir. Non, mais c'est qu'en fait, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, l'attaque a pris le pas. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout bête. Je pense pas que le Jazz est top 3 défense NBA et une attaque solide. Je pense pas qu'avec ce modèle-là, tu vas très loin en playoff. En revanche, une top 3 attaque et une défense solide va loin. Oui, tu vas peut-être plus loin qu'avant juste avec une très forte attaque et moins loin qu'avant juste avec une très forte défense, je pense, par contre. Exactement. Mais t'es obligé de défendre. Oui, t'es obligé, tu peux pas... Et ce qui fait la différence, c'est souvent après la défense entre deux équipes qui ont souvent des gros talents offensifs. Ça se comprend, ouais, faut savoir défendre, mais par exemple, les Cavs, ils peuvent aller en finale NBA sans savoir défendre. Donc pour moi, c'est ça qui prouve que l'attaque a pris le pas. Ton avis, Alan, tant que fan de Boston, équipe qui a quand même fait à la fin des années 2000 sa réputation sur une défense de fer. On était des méchants. Mais en fait, franchement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'ai essayé de catégoriser un peu les équipes et j'ai trouvé 3 catégories. Donc, tu as les équipes qui n'ont pas besoin de défendre. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc, tu as les Cavs, par exemple. Oui, ils n'ont pas besoin. Donc, comme tu as dit, surtout dans leur conférence, ils n'ont pas besoin pour le moment. Tu as les équipes qui veulent pas défendre. Tu as l'impression qu'elles ne veulent pas défendre. Genre, c'est Washington, par exemple. Ou même Houston, tu vois. Mais ça se passe quand même bien pour elles. Pourquoi? Comme tu l'as dit, la prise de pouvoir de l'attaque. Et t'as les équipes qui peuvent pas défendre. Par exemple, Portland, ils peuvent pas défendre. Les défendre, les équipes qui défensivement étaient pas bonnes durant la saison, elles vont pas se trouver un esprit défensif quand elles arrivent en play-off, tu vois. Ouais. Même s'il y a un potentiel. Et en plus, contre un adversaire qui est de qualité, tu vas pas transformer ce que tu as fait durant toute la saison. Pour moi, par exemple, Cleveland n'est pas une bonne défense, mais peut montrer quelques flashs à un moment. A pu montrer quelques flashs. Bon, les flashs, ils sont anciens. Mais une équipe comme Portland, par exemple, elle ne peut pas défendre. C'est pas possible. Le personnel, tout ça. Et encore plus face à un adversaire comme les Warriors. Tu mélanges ça avec un fort écart de niveau entre les match-ups que dans ces premiers tours. Et voilà, t'as des équipes qui n'ont pas besoin de se mettre en mode lockdown D, comme on dit. Et puis voilà, elles savent qu'offensivement, elles vont dynamiter. Donc, il n'y a pas besoin. C'est une nouvelle vision. Et comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, l'attaque permet de faire exploser des adversaires. Les Warriors ont fait exploser Portland sur le match 3 en 4 minutes. 4-5 minutes. Et c'est ce qui est différent. Enfin, on a souvent dit que le jeu se ralentit peut-être en playoff, mais en fait, c'est pas que c'est de moins en moins marquant, c'est que vu que le jeu va de plus en plus vite en saison régulière et se tourne vers le tir à 3 points, ça le fait de plus en plus en playoff aussi. En fait, ça suit la courbe de la saison régulière. J'ai regardé, moi, par exemple, au niveau des offensive ratings, l'année dernière en playoff, il y en avait 7 en dessous de 100, ce qui prouve bien qu'il y avait... Enfin, c'est vraiment pas beaucoup, quoi, 100. Cette année, en dessous de 100, il y en a que 2. Et les 2 en question, c'est Portland qui joue la meilleure défense NBA et les Raptors qui sont la plus grosse blague de l'histoire des playoffs. Donc c'est pour te dire que les attaques tournent. C'est juste que ouais, moi je reste persuadé. Alors c'est peut-être je veux trop être dans le futur, mais je pense que l'avenir c'est l'attaque et que faut être une 15e défense NBA, ça va plus être un frein pour aller en finale de conf par exemple. Ce qu'on a vu il y a Cleveland, ouais. Ils vont aller en finale NBA, sauf catastrophe.
Alors que leur défense depuis le All-Star Game, elle est dans les profondeurs. Et d'ailleurs, c'est pas juste sur cette année ce changement. Si on se rappelle bien, il y a 2 ans, les Rockets vont en finale de conf. Ils n'ont pas une défense exceptionnelle l'année-là. Hein. Ah non. Et ils vont quand même en finale de conf. Pour te dire que je pense vraiment que c'est un truc. Ça nous a marqué sur les 10 premiers jours, mais c'est vraiment quelque chose qui va se répéter. C'est l'attaque prend le pas et au bout d'un moment, l'attaque a toujours pris le pas, mais j'ai l'impression que maintenant, avec une défense moyenne, tu peux t'en sortir vraiment si tu as l'attaque qui répond présent. Ensuite, alors là, on va un peu parler gros sous maintenant. On se projette sur l'été. Alors, on va se demander qui, après 10 jours, a perdu de l'argent et qui en a gagné pour l'été. On va chacun proposer des joueurs, même si je pense qu'on aura souvent les mêmes. Pierre, je vais te laisser commencer. Comme c'est moi qui présente, on va commencer par le mauvais, vu que je suis pessimiste. Qui perd de l'argent pour l'instant, Pierre, sur ces 10 premiers jours? Je pense qu'il y a l'évidence Kyle Lowry, je pense. C'est pas sa dernière année de contrat, si je me trompe pas, mais ça va pas tarder. Si, c'est sa dernière. Si. Si, c'est sa dernière. Ok, tu vois. Et je pense que là, vu ses performances sur les premiers matchs des playoffs où il est à niveau très très médiocre, pour être gentil. Abyssal, tu peux plus parier sur lui comme sur un meneur pour pas porter ta franchise, mais être une bonne deuxième option, etc., quoi. Parce que tu sais qu'en playoff, ça devient catastrophique année après année, quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense que Alan aussi, tu l'avais, Kyle Lowry, c'est un peu l'évidence. Ouais. Après, j'essaie de regarder d'autres mecs, mais voilà, Lowry, on en a parlé avant. La stat sur le pourcentage au tir en termes de nombre de tirs tentés en playoff, il est dans les profondeurs. J'ai regardé, j'ai pris les joueurs à plus de 500 tirs en playoff de toute l'histoire de la NBA. Hein. Il y a quand même 377 joueurs dans toute l'histoire de la NBA qui ont pris plus de 500 tirs en playoff. Sur ces 377 joueurs, Kyle Lowry est 358e. Et pour vous dire, donc en gros, dans les 20 dernières places où se situe Lowry, il y a une grosse dizaine de joueurs qui jouaient dans les années 40, 50, 60. Hein. Pas le même. Pay that man. Ah non, en fait, non. D'ailleurs, petite note, mais Jamal Crawford est même en dessous de Kyle Lowry, 359e. Et pour vous montrer que pour moi, ce duo, j'ai jamais cru et j'ai pronostiqué un sweep, je ne sais dans quel moment de faiblesse, c'est que dans ce même classement, DeMar DeRozan est 337e, c'est-à-dire qu'il est 4e parmi les joueurs encore actifs. Donc il y a le deuxième et le quatrième. Et le troisième, c'est Meta World Peace. Je sais même pas si je le considère encore comme actif vu qu'on sait qu'il prend sa retraite. C'est-à-dire que t'as 2 des 3 derniers dans ton équipe. Comment tu peux espérer faire quelque chose? Ouh là là là. Oh, je ne continuerai pas le classement plus loin parce que aux alentours de la 300e place, il y a certains joueurs que certains apprécient beaucoup dans l'équipe. Donc je laisserai chercher les noms de joueurs parce qu'on a un petit meneur de Memphis ou un meneur d'Oklahoma City qui se balade pas loin dans les pires pourcentages mais je ne dirai rien. Du coup, Kyle Lowry, on est tous d'accord et j'avais déjà dit ça sur internet, mais ne me parlez plus de max pour ce joueur parce que. Mais il va le prendre, Ben. Il va le prendre. Alors, c'est pas possible. Pourquoi? Philadelphie lui donne le max peut-être. Hein. Non, aucune. C'est quoi l'intérêt? Alors déjà, il y a l'histoire de son âge. Là, je suis d'accord. Il s'est blessé cette année. Et en plus, non mais c'est un concept révolutionnaire ça. On paye les mecs sur 82 matchs maintenant. C'est-à-dire, je te donne le max, 82 matchs, puis si t'arrives à mettre 3 tirs en playoff, c'est bien. Voilà, c'est cool. Non mais un max pour un joueur qui est dans un des plus mauvais tireurs en playoff de l'histoire du basket. Non mais c'est inadmissible. Non mais c'est pas possible de lui donner. Vous vous rendez compte si on a encore. Non mais moi je veux pas être dans une NBA où encore pendant 2 ou 3 ans j'ai le droit à DeMar DeRozan et Kyle Lowry en playoff ensemble. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que là on parle pas de ce qu'on veut? Est-ce que tu penses qu'il va taper le max? Non, je pense pas qu'il l'aura. Hein. Moi je pense plus. Moi je pense pas non plus. Là, il a 32 ans. Alors chaque année c'est l'année des Raptors. Ils ont mûri, blablabla. C'est toujours la même arnaque. Non, pour moi il l'a pas. Il l'aura pas. On verra. On verra. Ensuite, un joueur, je pense qu'on a tous aussi, c'est JJ Redick. Oh là là. Oui. Oh là là. Qui est en fin de contrat cette année. Alan, je te laisse enchaîner parce que je crois que tu as quelques stats bien épicées sur l'ami JJ. Quand JJ Redick tourne à 27% à 3 points, il sert à quoi? Pas grand chose.
Bon, il est là parce qu'en fait, ça reste une menace, tu vois. Donc, tu dois t'occuper de lui en défense. Parce que JJ Redick, tu peux pas le laisser tout seul, voilà. Mais défensivement, déjà, il prend l'eau. Il prend l'eau face à Joe Ingles hier. Hein. Joe Ingles, tu as tout fait. C'est Joe quand même. C'est l'ami Joe. C'est pas ISO Joe, c'est l'autre. Oui. Même Ingles le fait parfois déjouer avec des interceptions, je me rappelle il le fait défendre, voilà. Et puis voilà quoi. Ingles défend sur Chris Paul des fois d'ailleurs, c'est assez drôle. Voilà, ouais. Mais au match 1 et un peu au match 4, il s'occupait de Redick. Et voilà, Redick a 8 points de moyenne et 27% à 3 points sur 4 matchs. Quand tu as besoin de lui en playoff, parce que en saison régulière, c'est quand même un mec qui, je sais pas, qui doit tourner à une quinzaine de points et plus de 40% à 3 points, facilement quand même. Oui. Il est reconnu comme un des meilleurs shooters de la ligue, voilà. Il va tester le marché. C'est un profil qui peut prendre de l'argent, que ce soit en deuxième guard ou même en espèce de scoreur en sortie de banc. C'est un mec que je pense, c'est un joueur, je pense, qui est toujours attractif, mais là, avec ce qu'il fait, surtout maintenant, il y a plus de Griffin, les Clippers ont vraiment besoin de lui. Hein. Ouais. On en reparlera après de cette équipe des Clippers parce qu'on a une question justement pour eux, c'est une équipe complètement maudite. Mais même quand tu regardes au niveau des stats, au niveau des 5, le 5 des Clippers où il y a le 5 majeur en fait des Clippers, celui qui joue le plus, il est à 96 d'offensive rating, alors que en théorie c'est un des 5 les plus efficaces de la NBA. C'est un des 5 où les mecs au plus-minus ils sont tous en haut du classement NBA. Et là, mais c'est ouais, pour moi c'est un peu la même histoire que Kyle Lowry. Il y a ce truc que le mec à 32 ans, il fait de mauvais playoffs. Et c'est la même chose que Kyle Lowry. C'est tous les ans, JJ Redick, qui fait des mauvais playoffs. Alors, on n'en parle pas autant parce que c'est pas aussi catastrophique que Kyle Lowry. Mais JJ Redick en carrière à 3 points, c'est 41% de réussite. En playoffs, c'est 36. Ouais. C'est quand même énorme, 5 points sur sa production. Surtout pour JJ Redick. Ouais, quand on regarde les dernières années, en 2014-2015, c'est 40%, or c'est bien. L'année dernière, c'est 35%. Ensuite, cette année, c'est la catastrophe. Alors, on dit qu'ils perdent de l'argent parce qu'après une saison régulière, on estimait qu'avec l'augmentation du cap, ils pouvaient toucher beaucoup. Mais là, je pense que les gens vont peut-être être un peu refroidis après ces performances récentes. Déjà, est-ce qu'il va bouger ? On va en parler maintenant, mais pour moi, un de mes autres mecs qui perdent de l'argent, c'est Blake Griffin. Ouais. Parce que... Pierre, du coup, si tu veux en parler... Ouais, je l'avais aussi, parce que de toute façon, Blake, s'il faisait une grosse saison, tu pouvais prétendre au max ou quasi, et puis maintenant qu'il est tout le temps blessé, qu'il a fait une saison moyenne, maintenant c'est tout le temps, quoi. Tu peux plus parier sur lui pour porter une équipe ou en vraie seconde option, quoi. Moi, je me souviens qu'on a parlé l'autre fois, Alan, si tu voulais que si je voulais qu'il vienne à Oklahoma, je savais même pas, quoi, parce qu'il est tout le temps blessé. Et ça fait vraiment peur. Et puis après sa saison, toi tu l'avais mis en MVP, mais il a fait une saison moyenne, quoi. Merci de le rappeler pour Ben, c'est gentil. mais c'est complètement gratuit, hein. Défends-toi, Ben. Je dirais que sur le papier, c'était plausible. Sur le papier, mon développement était parfaitement cohérent. C'est juste que j'ai oublié un truc. Comme moi sur Mirotic, c'était cohérent aussi. J'ai complètement oublié que c'était les Clippers et Blake Griffin. Voilà, c'est juste ça mon problème. Mais ouais, c'est chaud. Puis même au niveau, à cause de sa blessure là, qui due au gros doigt de pied. C'est ça, parce que il peut pas, du coup, 5 mois sur les bords du terrain. Donc en gros, il va revenir quoi pour les training camps début de la saison prochaine. Et du coup, il a une option pour l'année prochaine. Il peut pas la décliner. Il va pas arriver à la free agency après une année où il a pas arrêté de se blesser, deux dernières années très moyennes, blessé en plus. C'est pas possible. Il va prendre. Dans ce cas-là, Redick il va partir. C'est pour ça que j'ai une théorie folle. Alors je sais que personne va me croire, mais oui, j'en ai beaucoup de théories folles. Je suis l'homme aux théories, mais je pense que les Clippers vont se donner 1 an de plus. Donc il va signer pour combien de temps, Redick ? Redick va peut-être prendre un contrat. Alors c'est difficile de prendre ce genre de contrat, mais peut-être un contrat court, beaucoup d'argent court, et ils essayent une dernière fois. Paul prend son option à 24. Où Paul re-signe carrément un autre contrat et il se donne une dernière chance. Parce que elle est tronquée là. Ça fait 2 ans qu'en fait leurs playoffs sont tronqués. Alors c'est peu probable, mais je commence à me dire que c'est possible que cette équipe qu'on a enterrée, que ça fait 6 mois qu'on explique qu'elle sera plus ensemble l'année prochaine, c'est peut-être possible qu'elle le soit encore. Ouais. C'est peu probable, mais pour moi, il y a la fenêtre, elle s'ouvre de plus en plus. Parce que
il y a encore quelques semaines, c'était sûr que Griffin allait refuser son option. Alors là, il peut encore la refuser, mais ça semble de plus en plus improbable, quoi. Voilà, en fait, c'est qu'il n'a pas intérêt, en fait. Ouais. Tu vois pas. Mm. Mais en même temps, 2 ans de suite où il y a des blessures, c'est pas bon. Il faut essayer, mais il faut quand même améliorer d'autres parties de l'équipe. On en a parlé quand même. Cet été, il faut essayer d'améliorer, parce que l'ossature même, on l'a dit, est forte. Quand tu es sur le terrain, elle est extrêmement puissante. Mais si tu veux vraiment viser le top, il faut apporter d'autres personnes autour. Il faut arrêter faut arrêter avec les quarantenaires, quoi. Tu vois, il faut rajeunir un petit peu. Là, Austin Rivers va revenir pour le match 5. Ça peut faire que du bien. Hein. Du coup, peut-être moi, dernier joueur, je sais pas si vous en avez d'autres, mais pour moi, dernier joueur qui perd de l'argent, c'est Gordon Hayward. Parce que, en fait, alors, il fait une bonne série, mais ça me gêne, c'est censé être le franchise player, et c'est contradictoire avec ce que je dis toujours, parce que pour moi, le mythe du joueur qui arrive avec sa cape de Superman en fin de match et qui prend tous les shoots, c'est pas bon, ça sert à rien. Ce qui est bon en fin de match, c'est de prendre les meilleurs shoots. C'est pour ça que moi, j'ai défendu CJ Miles. Pour moi, le shoot de CJ Miles, il se comprend parfaitement. Je préfère CJ Miles à, il devait être à 5 mètres à mi-distance que Paul George à 8 avec un mec sur la truffe. Mais Gordon Hayward, je le trouve absent, en fait. Il y a un palier entre être parfois défaillant mais faire les choses et être complètement absent Gordon Hayward. Et ça prouve encore une fois que Gordon Hayward, ça peut pas être le... Pire que ça, Ben. Hier, il ne joue pas à la deuxième mi-temps et Utah gagne. Mais tu te rends compte de ça? Ils sont menés, ils sont coude à coude. Ils font une belle deuxième mi-temps et ils s'imposent sans Hayward. Ouais, voilà. Iso Joe. Qui est un des meilleurs contrats de l'été, je pense. Mais tu vois, c'est ça qui me gêne, c'est que vu ce qu'on annonçait qu'il allait peut-être prendre à la free agency, je veux pas donner un truc proche du max à un mec qui peut pas être une top 2 option dans des matchs importants. C'est dur ce que je dis, mais je suis désolé, j'avais déjà pointé du doigt ces stats dans les fins de match, ces clutch stats qui sont pas celles d'un joueur qui s'affirme comme... C'est pour ça qu'on paye cher les mecs. C'est pour qu'ils te portent, c'est pour qu'ils soient présents dans les moments où ça compte, et Gordon Hayward le fait pas. Quand tu recrutes un Joe Johnson et que tu lui donnes de l'argent et que tu lui donnes cette importance, c'est parce que tu le veux dans les fins de match. Ça prouve que tu mets pas une entière confiance dans Gordon Hayward, pour moi. Dans le match 1, la fin de match, elle est serrée, elle est au couteau, c'est le premier match de la série, tout le monde est présent, à part Rudy, c'est Joe Johnson qui a les ballons. Ça, c'est normal. Oui, mais Gordon Hayward, il met 40 points dans le match 3, beaucoup de gens pensent que des équipes comme les Celtics, le Heat pourrait lui donner le max cet été, c'est à lui maintenant de montrer. Surtout que Gordon Hayward sur le match 3, il a beau en mettre 40. C'est la passe à une main en fin de match, c'est inadmissible. Être en dilettante comme ça, j'ai jamais compris ça. Terrible, c'est terrible la passe, elle était froide. Ouais, d'où tu tentes une passe à une main. Le mec, on a l'impression qu'il est sur son terrain le dimanche matin, c'est inadmissible ça. C'est en playoff, t'as pas le droit de faire ça. Ensuite, alors à part si vous avez d'autres joueurs qui perdent de l'argent. Moi, si tu veux. Oui, vas-y, Pierre. J'avais en mention, c'est des moins gros joueurs, mais Amir Johnson, qui est sorti du 5 et qui joue plus, et qui du coup, même s'il n'avait pas touché énormément. Dieu bénisse Brad Stevens. Après, j'avais Monta Ellis, qui a été vraiment pas bon sur les playoffs. Et enfin, Otto Porter, top 15 shooter ou pas. On rajoute le ou pas. Oulala, le tacle. Parce que sur les playoffs, il met pas un tir. Il est à 25% à 3 points. Donc, quand il n'y a plus d'espace, c'est tout de suite moins marrant. Donc un shooter qui est incapable de marquer quand il est pris, c'est quand même gênant. Et quand on en avait parlé dans la preview, il semble quand même un peu moins pas en forme olympique, on va dire, un peu diminué. Il a mal au dos, j'ai l'impression. Mais c'est ça, on en avait parlé, il a mal au dos, ouais. Et il a du mal, quoi. Il a du mal. Et puis il se fait manger par Prince, qui est un rookie en playoff. Qui est un rookie en playoff. Du coup, on peut peut-être être plus positif maintenant. Le positif, un petit peu. Qui gagne de l'argent, et je crois qu'on a le même son de cloche. Greg Monroe gagne de l'argent, c'est quand même une phrase improbable. C'est génial quand même. C'est exceptionnel.
c'était génial quand même. Est-ce que c'est pas la jurisprudence Raptors en playoff qui a tendance à... Peut-être. Ah, je sens que tu veux défendre le cas Greg Monroe, Alan. Ouais. C'est un joueur à l'ancienne, donc tu me connais. Je ne peux que aimer. Mais non, pour une première expérience en playoff, en tant que lieutenant de la doublette Giannis Middleton, je trouve vraiment bon. Genre, c'est quasiment 16 points, 9 rebonds de moyenne. Bon, pourcentage, il est là, il est présent, il se bat. Bon, c'est vrai qu'en face, la raquette est un petit peu apathique. C'est très gentil, hein. Apathique. Pour désigner... On dirait juste que Ton Maker, c'est David Robinson, quoi. C'est juste ça le point. Entre Ibaka qui se prend pour Dirk Nowitzki et... Je laisse quand même qui est sur le banc maintenant. Mais c'est une ça, t'as raison. Ce qu'elle vaut, mais il y a le 5e PER des joueurs en playoff aujourd'hui. Bon, Javel a le premier, donc bon, ça veut rien dire, mais... Non, mais pour Monroe, pour un joueur qui était indésirable un peu partout, voilà, c'est ça. Les Bucks qui devait partir et qui n'y arrivaient pas, tu as trouvé quelque chose à faire, quoi. La vraie question maintenant, c'est, il a une option pour l'année prochaine, elle s'élève à 17 millions, une option joueur. Vous êtes lui, vous la prenez ou vous la rejetez? Je fais une Biombo, je vais sur le marché. Je pense aussi qu'il va aller sur le marché, moi. Vous pensez qu'il prend plus de 17 millions, Monroe? Oui, mais c'est un an, Ben, tandis que là, est-ce qu'il vaut mieux un an 17 ou 4 ans 15? C'est vrai, je réfléchis pas assez en économiste, j'avoue. Je réfléchis trop sur... Tu vois, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre sur le long terme plus d'argent. des équipes vont lui proposer de l'argent. Ah oui, bah quand tu vois ce qu'a pris Joachim Noah et Timofey Mozgov, oui, des équipes vont lui proposer de l'argent, ça c'est sûr. J'hésite, je sais pas s'il va... Après, il y a peut-être l'ego du joueur qui va se dire bon, je fais des bons playoffs, mais vous avez quand même essayé de me virer pendant un sacré bout de temps, donc je vais essayer de faire mon pain ailleurs. Surtout que dans l'idée, le poste de pivot titulaire, alors c'est peut-être un long shot encore, mais il appartient peut-être pas à Greg Monroe et il appartient à d'autres jeunes. Pourquoi pas? À mon avis, Ton, il bougera pas. Hein. Ton, arrêtez avec Ton. J'ai fait exprès, Ton, il bougera pas. Même si je sais pas, j'avoue que j'y ai pensé en faisant mes notes au cas Greg Monroe et je me demande s'il va vraiment refuser ou si les Bucks vont lui proposer un contrat plus long parce que le truc qui fait que Greg Monroe ça marche, c'est qu'à la protection de la raquette, c'est un truc improbable, mais il est devenu bon. Les adversaires contre lui, il tire à 52%. C'est exceptionnel au niveau de Greg Monroe, qui était une passoire notable avant. Si Greg Monroe devient même pas un défenseur moyen, mais il a une immense valeur. Donc, je sais pas, il gagne de l'argent, mais il pourrait rester à Milwaukee. Je sais pas encore. Je pense qu'il y a une question de l'ego du joueur qu'on maîtrise peut-être pas. Autre joueur qui gagne de l'argent, selon moi, alors là, c'est un long shot vraiment, mais je pense que c'est D-Will. Alors oui, c'est improbable, hein, mais D-Will, il fait des playoffs. Vu comment on en a parlé. On l'a défoncé. C'est improbable, hein, mais D-Will fait des bons playoffs. Est-ce que D-Will est meilleur que Kyrie? Non, pas abusé non plus. Sur les playoffs. Non, parce que c'est exactement, c'est pas du tout le même. D-Will, il joue dans un fauteuil, il a LeBron souvent avec lui, on lui demande de shooter. Alors, mauvaise question. Est-ce que sur le premier tour face à Indiana, D-Will n'est pas mieux à côté de LeBron que Kyrie? Non, c'est un pas que je ne franchirai pas. Je peux pas dire que... moi non plus, mais je demande. Ouais, mais il a été bon. En fait, il a prouvé, je pense, D-Will, que ça peut être encore un meneur backup ou meneur titulaire dans une équipe vraiment qui a besoin pas possible en meneur, ou alors un très bon meneur backup. Et un très bon meneur backup, ça peut espérer pas mal d'argent. Et je pense que alors qu'il était en difficulté du côté des Mavs, bah là il peut espérer pas un gros contrat, mais je pense qu'il a gagné un peu d'argent sur les playoffs et il pourrait continuer à en gagner vu que le run des Cavs ne s'arrête pas maintenant. C'est vrai. Tout simplement. Si vous aviez d'autres idées pour des joueurs qui gagnent de l'argent, oulala, très studieux, Pierre. J'avais Tony Snell parce que il montre que ça peut être une vraie menace extérieure. L'échange Tony Snell Carter Williams. Oui, il vaut de l'or. Il est brillant. Ouais, Tony Snell, c'est une vraie menace. Il a 40% en saison. Là, il en prend. C'est une vraie menace, quasiment la seule à Milwaukee. Là, il a 50% avec 6 tentatives par match sur les playoffs. C'est incroyable. Il a passé un vrai cap à ce niveau-là. Et défensivement, il est assez long, etc. Il est longiligne. Ça peut être un joueur intéressant. Hein. Ça peut être un joueur intéressant. Et je pense que les Bucks vont essayer de le garder. Mais il pourra peut-être demander un peu plus d'argent que prévu.
Après, j'avais Javal McGee, parce que mine de rien, même s'il joue peu de temps et qu'il joue aux Warriors, il est capable de dynamiter une défense et un match en 10 minutes, quoi. Et qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient parier là-dessus. Est-ce que tu penses que les équipes vont encore se convaincre ou tout le monde se dit oui, mais il fait ça chez les Warriors? Tu penses qu'il y a des équipes? Je pense qu'il y a les deux. Il y a des équipes qui sont stupides qui peuvent parier dessus. C'est vrai que la NBA a son lot d'équipes stupides. Voilà, donc. Et après, moi, je serais les Warriors, je lui donnerais quand même des sous. J'essaierais de le garder aussi. Et après, il y a Robertson. Parce que Playoff Robertson, c'est quand même assez exceptionnel. Même si son aspect offensif et au lancer franc, accadré. Même si l'accadré est embêtant, le travail qu'il fait sur Harden, il se le tape 37 minutes, et le travail qu'il fait dessus, et puis même là offensivement, il est capable d'apporter un peu plus. Il est capable de mettre des tirs sur les playoffs, c'est assez énorme. Il a un bon pourcentage, il a un meilleur pourcentage à 3 points qu'au lancer franc. Donc déjà, moi je trouve ça assez pas dur d'un côté. Mais c'est un élite défenseur. Franchement, quand tu vois ce qu'il fait, c'est un élite défenseur. Il est vraiment bon. Et Oklahoma va devoir sortir chéquier, quoi. Ça me fait peur. Tu pourras t'aligner, mais la question, c'est toujours dur de prendre. On peut pas, difficile de prendre le pouls des équipes NBA. Mais tu penses pas qu'il avait déjà une bonne cote, André Robertson? Bien sûr. Mais là, il en prend. Je pense qu'il la booste encore plus. Je pense qu'il la booste parce que tu vois, il la booste presque parce qu'en playoff, il devient à chaque fois meilleur. Playoff Dre, c'est devenu vraiment quelque chose, et là, il a défendu sur Harden une série entière, quoi. Et hier, il shutdown Harden quasiment, quoi. Harden, il fait un match de merde. Bon, pas que pour Robertson, mais il participe. Il shutdown tout seul des fois en playoff, Harden. C'est un espèce de pouvoir. Il y a un peu de ça. Mais franchement, si il développe un tir, je dis même pas un bon tir, un tir correct, rien qu'au lancer franc, ça pourra devenir un très bon joueur, quoi. Tu te rends compte que sur ces playoffs, André Robertson dans les tirs grands ouverts, tu vois, quand t'as pas un défenseur à moins d'1m80, il est à 50% au tir. Et il prend que des tirs grands ouverts à 3 points de toute façon. Ouais, franchement, il serait peut-être temps de travailler sur les lancers francs, et c'est un fan de Dwight Howard qui le dit, donc on voit la situation catastrophique. C'est parce qu'il est de moins en moins bon au lancer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sa saison rookie, il a 70%, les saisons d'avant, il a 60%, et là, il arrive pas à mettre un lancer, quoi. Et après, là où il a vraiment progressé, par contre, c'est sur les coupes, les backdoors, etc. Bon, après, c'est Harden qui défend, donc il le défonce là-dessus, mais même en saison, il avait vraiment progressé là-dessus, sur les courses sans ballon, quoi. D'accord. Pas d'autres. Mais je suis d'accord, mais je me dis, est-ce que les équipes avaient pas déjà vu ça de Robertson? Il est meilleur, mais je me demande si. Mais là, t'as un plus gros. La scène est plus grande. Voilà, c'est ça. Tu défends un top 2, top 3 MVP sur une série où t'arrives à faire des gros trucs sur lui, c'est quand même, tu vois, c'est une. Ouais, ça, je comprends. Ouais. C'est. Ça se comprend, mais en fait, c'est peut-être moi qui est trop fan de Robertson à la base, mais je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, il avait déjà une grosse valeur auprès des GM. Aucun autre nom à rajouter, Monsieur Allen, non, rien de marquant. Non. Greg Monroe était déjà assez. Greg Monroe, déjà pour moi, c'est assez bien. Puis c'est déjà assez atypique, je pense. Ouais. Puis c'est Milwaukee. C'est Milwaukee. C'est plus facile, on l'a fait observer, c'est plus facile de trouver des mecs qui en perdent que des joueurs qui en gagnent vraiment, parce que en playoff, ceux qui se montrent à leur avantage, c'est souvent les stars, et les stars, elles sont déjà souvent, la plupart du temps, bien payées. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dû aller chercher, même si j'aime bien D-Will. Quand je me suis dit j'ai dû aller chercher D-Will, je me dis quand même que c'est les fonds de tiroir qu'on allait chercher. Sans être méchant avec la star qui a été D-Will en 2011, l'année préférée d'Alan ici présent. Du coup, nous, on va conclure cette seconde partie. Après la pause, on va finir par nos 4 dernières questions. Et une première question, on va s'attaquer aux coachs. Quels coachs, après 10 jours, sont sur un siège éjectable? Dernière partie, comme je l'ai dit, nos 4 dernières questions. La première nous amène sur les coachs éjectables, les coachs qui pourraient être virés malgré qu'ils ont fait les playoffs. Et je pense que pour avoir entendu les bruits, les paroles qu'on s'est échangées en off, je pense qu'on va partir du côté de Toronto. Et Dwayne Casey, qui passe un tour de playoff, qu'il en passe 2, il n'en passera jamais 2, de toute façon, il serait peut-être temps que ce Randy Whitman version Toronto. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. C'est Randy Whitman.
Alors certes, il a pas. Alors c'est pas au niveau de Randy Whitman qui lui carrément, il joue comme ses joueurs veulent jouer, Dwayne Casey. Mais au bout d'un moment, pour que la dynamique change, faut faire sauter un verrou et c'est Casey. Et puis même, on parlait du fait que l'équipe était polyvalente. Et je suis désolé, quand tu t'affrontes une équipe des Bucks qui joue aussi sur sa polyvalence, c'est pas normal qu'ils dominent dans cet aspect-là alors que t'as des meilleurs joueurs que les Bucks. C'est pas normal. Je pense qu'on est tous d'accord sur surtout parce que en fait, il y a rien qui change en fait. Toronto est toujours nul en playoff, c'est toujours les mêmes écueils qu'on trouve chaque année. Et en plus cette année, il y a des nouveaux éléments dans l'effectif, mais il n'y a pas d'amélioration. Voilà, même si ça passe un premier tour contre Milwaukee, le match-up contre Cleveland, il s'annonce moche. On les mettait presque comme... Vas-y. En plus, Laurie est peut-être agent libre, il va peut-être partir. Je pense que c'est peut-être un nouveau départ. Et donc, nouveau départ égale nouveau coach, je pense. T'allais dire, Pierre? Moi, j'avais vu beaucoup de spécialistes SWOT les mettre comme le principal concurrent des Cavs, parce qu'ils avaient un effectif qui est quand même sur le papier plus que correct, qui est complet, que t'avais de quoi faire différents line-up, différents types, petits ou grands, et qui pouvait largement les embêter. Mais de ce que tu vois là sur les playoffs, c'est catastrophique, quoi. Là, on en vient à mettre un Norman Powell dans le 5 à la place de Valanciunas. Enfin, ça devient tu sais plus quoi faire, quoi. C'est une parodie. C'est une parodie, j'en ai ras-le-bol, moi. Tous les ans, pareil. Et j'avoue, je suis dans les spécialistes et autres. Moi, je fais partie des autres. Tu m'aurais demandé avant les playoffs. Moi aussi, je l'avais dit. Je pense que les Toronto étaient les plus possibles de battre les Cavs. Et là, j'avoue que je sais même pas les Wizards, peut-être. Si je devais choisir une équipe qui devait taper les Cavs, ça serait peut-être les Wizards. Ouais, sûrement. Et c'est par défaut, par dépit même. Pas d'autre choix. Parce que ça déçoit. Et ouais, on est d'accord avec Casey. D'autres noms, on va peut-être revenir un peu plus sur lui, mais Alan, tu t'es bien occupé de l'ami Nate McMillan, qui devrait pas voir une saison de plus dans l'Indiana. Mais en fait, c'est pas qu'il devrait en voir une, c'est que déjà, je sais pas comment il a eu son boulot l'année dernière. Je sais pas comment il a eu son boulot. Non, pour moi, c'est pas un bon, c'est pas un bon coach en termes d'ajustement. J'aime pas ses rotations. Ah non, mais les ajustements, c'était comique. Quand les Cavs jouent tout le match 1 avec le pick and roll. Et c'est Tig sur les Browns. Tig sur les Browns, tu te dis, bon, match 2. Tu as eu 2 jours pour travailler la vidéo. C'est l'action qu'ils ont joué bien 10 fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu la défends bien. Genre, au bout de, 1 minute 30, ils balancent le pick et c'est Tig qui se retrouve sur les Browns. Non, mais c'est inadmissible à ce niveau-là. Ils l'ont fait pendant 2 matchs. Maintenant, niveau ajustement, il n'y a rien eu. Niveau rotation, tu te retrouves avec du Stephenson en fin de match en backup meneur avec du tic sur le banc alors que tu mets pas un panier. Avec Montaïs à côté. C'était... Dans la mi-temps de feu des Cavs où ils remontent, moi, je vais pas jouer la Madame Irma, mais quand l'écart commence à descendre, à fondre dangereusement et que Nate McMillan a la bonne idée de faire rentrer Lance Stephenson, j'ai tweeté direct, j'ai mis tu fais rentrer Lance Stephenson dans un match où ton écart fond, ça a pas l'air d'être une idée si géniale que ça. Enfin, c'était sûr. C'est incroyable que Jeff Teague ne voit presque pas le terrain sur la deuxième mi-temps. Mais c'est une parodie. Quand tu te dis que à un moment, et je pense que sans être égocentrique, je me suis dit à un moment, sans avoir de l'ego, j'aurais mieux coaché que ce mec-là. Je pense qu'on aurait mieux coaché que ce mec-là quand même. Après, c'est incroyable. C'est sûr. Arthur l'a dit dans la conversation, notre rédacteur fan des Pacers. Stephenson, il est bon en apport sur la première mi-temps, il est bon pour apporter, mais sur une deuxième mi-temps où il faut marquer les paniers, que ça devient un couteau et qu'il faut être sérieux, il faut pas faire n'importe quoi. L'autre, il va tirer la couverture à lui, c'est obligé, il va faire n'importe quoi, il va prendre des grands tirs et tout. Tu peux pas le tenter à ce moment-là. Quand les Cavs, les Browns défendent volontairement en free safety à la football américain pour que Stevenson prenne les tirs à 3 points et qu'est-ce qu'il fait Stevenson? Comme un poinçon rouge, il les prend, il les rate et puis voilà, de l'autre côté ça part en contre-attaque, boum, les Browns décalent un Kyle Korver, un Channing Frye ou un Deron Williams, ça marque à 3 points et ton écart fond. Mais c'est incroyable, des telles erreurs de coaching. Et le pire, c'est que je pense qu'il va rester, moi, parce que les coachs qui sont virés au bout d'1 an,
C'est pas monnaie courante en NBA. Quand tu vois les ajustements qu'il est pas capable de faire et quand tu regardes à l'Ouest les match-ups, comment ils se tirent la bourre, les coachs, à grands coups de line-up qui changent, enfin c'est, je sais pas, tu regardes un Donovan, un Fisdale ou un machin, il y a des vraies choses mises en place, quoi. Et lui, il fait rien. Il regarde. Enfin, c'est... Bon, à sa décharge, il y avait pas vraiment de solution pour taper les Cavs. Tu fais de la LeBron. Il n'y avait pas trop de solutions. mais là, c'était choquant, le pick and roll qui est amnétique sur les Browns quand tu te le prends tout un match, tu reviens 2 jours après dans la salle des Cavs et que les Cavs t'atomisent avec la même action, mais c'est une comédie, c'est pas possible. Et enfin, le dernier nom, je sais. Alors, Pierre, tu as dit en off, on dit souvent en off, hein, bientôt, il faudrait enregistrer nos off, je pense, les gens seraient contents. Tu as dit, en fait, un qui devrait être en danger, c'est Doc Rivers, sauf qu'il le sera pas. Bah oui, c'est le boss. Enfin, c'est le meilleur ami de CBC. C'est le GM, mais il est GM en même temps, non? Enfin, c'est... Oui, il a les pleins pouvoirs. Voilà, donc, puis c'est Doc Rivers, il a un passé, voilà. Mais au bout d'un moment, quand tu vois l'équipe que les Clippers ont depuis quelques années et les résultats qu'ils ont, sans compter les blessures, bien sûr, mais à un moment donné, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu fais passer CP Free pour un loser, alors que le mec, je te laisse le dire, Alan, le mec en playoff. Il fait des enfants à tout le monde. Genre. Il est père dans trop d'états des États-Unis. Sans passer un premier tour, hein, mais. Non, je suis de mes 10 ans alors que je défends toujours Chris Paul, hein, mais ouais, Doc Rivers. Le problème, c'est comme tu l'as dit, il a les pleins pouvoirs et puis surtout, je pense pas qu'il se fera virer. Petite nuance, il va pas se faire virer, c'est lui qui va décider de partir. C'est encore pire. C'est-à-dire que le mec te respecte même pas, tu te laisses même pas te virer. Enfin, tu vois, c'est. Après, Brad Stevens sur les 2 premiers matchs, il y a beaucoup qui. Ah non. Ah mais du massage. Alors moi, je suis complètement contre. Je suis complètement contre. Qu'est-ce que tu nous dis là? Non mais laisse-moi finir. Moi, je suis complètement contre. Mais des fans hardcore des Celtics commençaient de dire Brad Stevens, nanana, en playoff, il a rien montré, il a un bilan de, je crois que c'est son bilan, ça doit être 2-12, non? C'est comme ça. 2-10 à l'époque. C'est sweep contre les Cavs et sweep contre Atlanta ou non, pas sweep, on en gagne 2. Donc là, il doit être à 4-14 ou 4-12 ou un truc comme ça, non? Non, il en perd 4 contre les Cavs. Non, il a 4-10 là. Ouais, là, il est à 4-10 et il était à 2-10 donc. D'accord. Pas pris. Donc, ouais, je vais parler d'ajustement. On peut dire tout ce qu'on veut sur, bien sûr, Rondo s'est blessé, bien sûr, voilà. Mais il a changé son 5 de départ et. Mais je te parle sur les 2 premiers matchs, moi. À la fin des 2 premiers. Ouais. Parce que c'est là que les grands premiers matchs ont commencé. Pour moi, 2 premiers matchs, c'est juste notre incapacité totale à couvrir le rebond et Stevens, il va pas aller sur le terrain en poste 4 pour faire mieux que Kelly Olynyk, Amir Johnson et compagnie. Et mettre Gerald Green dans le 5 pour avoir du rebond, faut quand même le tenter. Hein. Et surtout Gerald Green, c'est la première fois qu'il était titulaire avec les Celtics depuis 10 ans. Et le 5, d'ailleurs, ils ont sorti le 5 avec J'ai ce 5. Il est génial. Génial. Non mais ce 5, c'est les grandes années. C'est Rondo, y a qui, Ryan Gomez, Kendrick Perkins, Delonte West. Ça, c'est les grandes années. Ça, c'est du 5 grandes années où il y avait, je veux pas faire une erreur, mais Doc Rivers y était déjà, non? On retombe sur nos pattes, non? Je pense que ça devait être ça. C'est toute première. Ouais, tu dois avoir raison. Ouais, c'est sa première année. Tombe sur nos pattes, ouais. Je pense vraiment, on a cité Casey, Doc Rivers et Nate McMillan. C'est les 3 qui sont en danger. Je vois pas où. Même dans les équipes qui ont se fait éliminer au premier tour, je vois pas. Terry Stotts, non. Donovan, non. Non, Budenholzer, non. Trop marrant pour être viré, Fisdale. Fisdale est un bon, non. Non, je pense qu'on a les bons là. Ouais. Eh bien, on précise, hein, je vais peut-être pas assez fait, mais c'est parmi les coachs qui étaient en play-off. Hein. On parle pas de ceux, là on est vraiment en épisode play-off. On parle pas des autres peintres qui existent. On parle pas d'Earl Watson, hein, par exemple. Non. Mon grand ami. Mon grand ami Earl Watson. Du coup, vu qu'on a beaucoup parlé de Doc, on va peut-être parler des Clippers. Les Clippers, c'est une autre de nos questions. Que faire après la blessure de Blake Griffin? Blake Griffin ne sera pas là pour les playoffs, on a déjà dit parmi les joueurs qui perdent de l'argent. Que faire parce que là, on avait dit
c'était un peu un des avantages et un des rares avantages, ils en avaient, mais c'était vraiment un des avantages premiers des Clippers, c'est qu'ils pouvaient dominer sur 2 postes de façon assez outrageusement, avec Griffin et Paul. Maintenant, il y a Griffin en moins, ça devient une habitude. Que faire? On va prendre l'habit de coach. Alan, qu'est-ce que tu fais si t'es Doc Rivers? 2 choses. Je continue ce qui s'est passé dans le 4e quart du match 3. Pick and roll, Chris Paul, J.J. Jordan, et si puis suite, tu t'occupes du reste. Très très haut le pick and roll, par contre. C'est une des adaptations qu'il a montré. Il le fait très haut. Pour écarter les grands du tas. Et voilà, donc Chris Paul, tu t'occupes de tout. Et juste, j'essaye de libérer un peu plus d'espace pour les Mo Speights sur les pick and pop, sur les JJ Redick en sortie d'écran, parce que Redick il y a 4 sur 15 à 3 points, Speights à 5 sur 14. Austin Rivers va revenir, il faut que ces mecs-là mettent des shoots, mais tu as besoin d'un Chris Paul MVP pour pas grand-chose d'autre à espérer pour moi. Il faut vraiment continuer ce pick and roll, écarter la défense et voilà, créer des formations pour libérer de l'espace pour tes shooters. Ah oui, donc tu veux faire, c'est la bonne technique, je pense, mais tu veux faire un match, tu veux en fait privilégier l'attaque. Je veux amener Utah sur un match d'attaque. Ouais. Ce qui est la bonne technique, je pense, on est tous d'accord, Pierre, c'est ce qu'il faut faire. Oui, moi, de toute façon, t'as 3 choix, et c'est soit tu vas petit, donc tu mets Chris Paul, tu mets Redick, tu mets Crawford ou Rivers, et tu mets Mbah Moute en 4 et DeAndre Jordan en 5. Ce qui pour moi est la meilleure solution. Soit t'essayes de mettre un 3-4 type Paul Pierce, Wes Johnson, ou de ressortir Paul Pierce c'est plus possible. Ou de ressortir un Brandon Bass de je sais pas d'où, mais c'est compliqué. Ah, Brandon Bass pourrait avoir des minutes. Brandon Bass mais on précise. Hier, ce qui est étrange, c'est que il commence avec Mo Speights, donc je me rappelle, je regarde le match, je me dis on va peut-être voir quoi, Brandon Bass. Je me dis il va pas mettre Bryce Johnson quand même. En fait non, aucun de ces mecs-là n'a vu le terrain. C'est que c'est comme Pierre l'a dit, Mbah Moute a joué 4 pas mal de fois, pas mal de temps, et si Speights met dedans, là les Clippers devraient être bien. Moi je suis plus d'avis d'aller petit, donc j'ai regardé un peu les line-ups, et il y en a un cette année que les Clippers ont utilisé, c'est Chris Paul, JJ Redick, Austin Rivers, Mbah Moute et DeAndre Jordan. Ils ont fait 81 minutes ensemble déjà, donc ils l'ont déjà utilisé, et c'est plutôt efficace quoi. C'est plutôt efficace. Donc c'est plus 15 en points, enfin voilà, donc tu peux le tenter. Moi je le tente, et par contre j'ai regardé quand DeAndre Jordan et Mo Speights sont sur le terrain ensemble, sur la série de playoffs, bon c'est que 22 minutes pour l'instant, mais t'as un net rating de -3 et un offensive rating de 96.2. Donc c'est moyen. Surtout pour un match d'attaque. Surtout si c'est un match d'attaque, ouais. Après, Space, voilà, il se met dedans, c'est pas pareil. Puis défensivement, vu que Snyder joue avec Gobert et Joe, ou alors Favors et Johnson, il joue jamais avec 2 grands, 2 forts intérieurs dans la raquette. Bon, défensivement, l'absence de Griffin se fait moins ressentir. Mo Space, tu peux le faire défendre sur Boris Dio, je pense. Ah oui. Oui. Je vous trouve un poil optimiste sur Austin Rivers, qui a pas vu le terrain depuis 1 mois. Là, revenir sur un match de playoff. C'est une bouteille d'eau dans le désert là, qui nous apporte. Il peut pas être pire que les autres, quoi. Je sais. Après, il a Austin Rivers bizarrement en playoff souvent. Toujours, il va y avoir le match Austin Rivers. C'est ça, ouais. Mais j'ai peur que ça soit court face à une équipe qui met de l'intensité physique. Après, je suis pour tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord. Par contre, Mo Speights, le problème de Mo Speights, c'est que c'est un aspirateur à ballon, mais pas dans le sens rebond, mais dans le sens il accapare le ballon et pas toujours dans le bon sens du terme, surtout quand t'as Chris Paul sur le terrain. Je préfère le donner à Chris Paul qu'à Mo Speights. Je pense que je suis dans le vrai. T'as raison, mais est-ce que tu préfères Mbah Moute en 4, Brandon Bass? Je préfère Mbah Moute parce que je me dis que 4 côté Utah, c'est Favors qui clairement devrait pas jouer. Je pense qu'il le force. On voit clairement le mec, il est pas à fond, il s'est battu avec les blessures toute la saison. Si Gobert revient, il pourra peut-être se reposer un peu plus. Ouais, il a été bon hier soir. Dans le match 3, abominable. Mais tu vois qu'il est diminué physiquement, donc tu peux faire jouer Mbah Moute et amener ça vers un match d'attaque. Alors, et en 3, tu mets qui du coup?
Tu mets Crawford. Pour moi, en fait, le problème de Jamal Crawford, c'est que son inconstance, c'est un casse-tête, je trouve, à mettre Jamal Crawford, parce que si dans un bon jour, c'est une arme létale, c'est-à-dire si je le mets dans mon 5, le bon jour, j'ai gagné le match, je pense. Mais alors si c'est le mauvais jour, il me tue mon 5 de départ. Faudrait limite le faire jouer 1 minute, voir si c'est un bon ou un mauvais jour, et le mettre sur le banc après. Tu mais lui fais prendre les 3 premiers tirs, tu vois vite. Hein. Oui, voilà, parce que il a trop de puissance de feu, Jamal, mais le problème c'est que c'est un match sur 8 en playoff, Jamal Crawford. Donc est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Je sais pas, mais j'ai du mal à trouver des solutions. C'est là où on vient le problème du banc très faible des Clippers. Quand on regarde les 5 qui ont les plus joué dans ces playoffs, alors maintenant qu'on sait que le pauvre Blake Griffin ne sera pas là, alors certes ce 5 a joué que 12 minutes, mais ce qui peut paraître incroyable, c'est qu'un des 5 les plus efficaces a Paul Pierce en son sein quand même. C'est assez incroyable. Le 5, Chris Paul, Paul Pierce, Jamal Crawford, Lukemba Amute, DeAndre Jordan, il a un net rating de plus 13. Alors c'est sur 12 minutes, ça veut pratiquement rien dire, mais ça veut dire c'est quand même intéressant. Et ce qui est bien, ou je sais pas si c'est bien, mais que c'est un 5 qui a un pace de 83. C'est-à-dire que c'est un 5 qui prend à revers ce qu'on dit et qui joue lentement et qui se dit, ok, sur attaque de demi-terrain, j'ai Chris Paul, j'ai des shooters, j'ai DeAndre Jordan, le rollman, je peux faire des trucs à Utah de marquer sur demi-terrain. Et je commence à me dire que est-ce qu'on voit pas le problème à l'envers? Est-ce qu'avec les Clippers âgés et tout, c'est une si bonne idée que ça que de les amener vers un match d'attaque? Sur demi-terrain, Chris Paul, pour peu que JJ Redick retrouve un peu la mire, est-ce que t'as pas intérêt à ralentir le jeu au maximum? Et c'est difficile, hein, mais ça dépend qui tu mets dans le 5 et qui tu mets sur le terrain aussi, quoi. Si tu veux mettre du Crawford, c'est les Clippers. Vu l'absence de Griffin, t'auras forcément 2 mauvais défenseurs sur le terrain à chaque moment. Et puis t'en demandes quand même aussi beaucoup à Chris Paul et à Dédé. Hein. Enfin, c'est normal, mais là ça devient tout le match, faut qu'il porte vraiment, quoi. C'est ce que j'ai dit au début. Tu fais ce que tu peux, mais t'as besoin que Chris Paul il soit monumental. Et ce qu'il fait souvent en playoff, donc ça. Mais ouais, c'est difficile pour eux. Mais je pense que, alors, je parais peut-être pour un illuminé, mais je me jette peut-être dans la gueule du loup, mais je serais tenté de ralentir le tempo au maximum, et parce que sur attaque vraiment placée, le Jazz, ils ont certes un jeu de passe, mais on sait qu'en playoff c'est du 1 contre 1, et à part ISO Joe et Gordon Hayward dans les bons jours, c'est-à-dire pas en seconde mi-temps, ils ont qui pour vraiment te battre? Alors ils ont plus de puissance de feu et collectivement ils sont meilleurs, c'est sûr, mais le meilleur joueur de la série ça reste toujours Chris Paul, et là c'est même plus largement, il y a un monde, ça se tente. C'est compliqué. Hein. Tu vas avoir le problème de Gobert qui revient et qui va changer la donne aussi. Tu seras peut-être un peu moins efficace sur les pick and roll, tu pourras peut-être un peu moins avoir de drive, etc. Il va quand même aussi changer cette face-là, Gobert. Et si tu ralentis, c'est pas, t'as deux façons de voir les choses. Hein. Les deux peuvent se tenter. Hein. Donc. C'est ça qui me fait peur, c'est que ralentir. Ou alors tu ralentis avec Chris Paul et des shooters, en fait. Tu mets DeAndre Jordan qui fait la tour de contrôle et 4 shooters autour. Et si tu joues souvent le pick and roll, t'obliges Gobert, parce que la technique du drive, la technique du Jazz, je vais mettre les mots dans l'ordre, on l'a déjà dit, c'est de stopper le drive. Bah, si t'obliges Gobert à sortir de la raquette, tu le fais jouer sur les extérieurs, bah, t'as gagné. Complètement. Ou alors tu fais vraiment petit sans DD. Mais alors là, en défense, faut y aller après, par contre. Hein. Vous vous rendez compte qu'on a plus réfléchi à Doc Rivers que Doc Rivers sur sa technique? Je pense que Doc, il a fait Austin, bon bah tu startes et puis voilà. T'es fils de... Ah oui, d'accord, bah je crois que tu peux starter. C'est Kenyon Martin qui l'avait aligné sur ça récemment, en lui disant... il passait au Jump sur ESPN, ou je sais plus, où il expliquait que sans son papa, il aurait pas de job en NBA actuellement. Austin Rivers. Sympathique. Ouais. Sympathique. Du coup, on va enchaîner peut-être, alors je vous l'avais pas demandé de le préparer, mais un pronostic, est-ce qu'on pense que les Clippers peuvent s'en sortir? Je répète qu'on enregistre le lundi soir. Je trouve que moi ça dépend trop de la santé et de Gordon Hayward qui est sorti blessé et de Gobert. Il est pas blessé, il est malade. Il est malade. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, il peut être malade plusieurs jours. Hein. Ah oui, il peut être malade, mais il est pas blessé. Il a ce qu'on appelle de flu. D'accord. Vous chercherez sur internet, c'est quoi exactement? On va pas traduire.
Je t'avoue que j'ai du mal à prévoir cette série parce que avec Gobert blessé, je pensais que les Clippers allaient tuer le Jazz, ce qui n'est pas arrivé. Avec Griffin blessé, je pensais que les Clippers allaient se faire défoncer. Et ils ont quand même réussi à s'en sortir sur la fin du match 3. Et voilà, j'ai du mal à savoir. Moi aussi, je fais peut-être une confiance aveugle à Chris Paul en playoff, mais je me dis qu'il peut encore aller la chercher sur un match 7 face à une équipe jeune. Moi, je pense que ça va en 7 par contre. Ça, je pense. Bah, les Clippers vont quand même avoir une pression folle dans le 5. Hein. Je sais pas, c'est difficile. Je sais même pas si je peux donner vraiment de pronostic. Je vous pose une question à laquelle moi-même je peux pas répondre, donc je sais pas. C'est vraiment... Peut-être les Clippers, ouais, et encore, non, je suis même pas sûr. On reste à l'ouest, du coup, on va peut-être enchaîner, parce que là, le chrono s'emballe. Petite question, qui est le meilleur joueur à l'ouest, pardon, parce que là, il y a eu du client, qui est le meilleur joueur à l'ouest sur ce début de play-off? Est-ce qu'on est d'accord, ou est-ce qu'il y a des personnes assez illuminées? Aussi illuminé que je sois sur Westbrook, je pense que le meilleur joueur tout de suite, c'est Kawhi Leonard. D'accord, Alan, juste pour que je commence à encenser Kawhi. D'accord, mais vu que je savais que vous alliez en parler, je parlerai de Draymond après. Après, j'ai des arguments sur Westbrook aussi, si tu veux. Hein. Oui, mais ça ne vaut pas Kawhi. Alors, Kawhi Leonard, comment dire? Non, c'est incroyable, mais alors, j'ai pas osé le dire. Enfin, je vais le dire. D'un point de vue efficacité, je précise, efficacité, c'est peut-être une des plus grosses séries de playoffs de l'histoire. Tout simplement. C'est indescriptible ce qu'il est en train de faire sur les 4 premiers matchs. Non mais le mec shoot à 52% à 3 points. Le mec tire à 58%. Il a pas raté un lancer franc. Non mais c'est incroyable. Il a pas raté un lancer franc encore. J'avais même pas fait attention, mais il a pas raté. Il a tiré 40, hein, juste c'est du voilà, 75,1. Il a pas raté un. T'imagines 75,1 au true shooting percentage. J'ai voulu regarder les mecs. J'ai voulu regarder du coup. Je me suis dit, on se situe à quel niveau d'excellence? Alors d'abord le PER, je l'ai déjà dit, c'est imparfait. Mais j'ai voulu regarder. Kawhi Leonard est actuellement à 39,4 de PER. J'ai regardé les PER au-dessus de 39 parmi les joueurs qui jouent plus de 20 minutes. Parce qu'autrement, comme on l'a dit, les Javel McGee et tout, c'est des petites là on voit les limites du PER. La liste des joueurs à plus de 39 de PER depuis 46-47 en playoff, c'est Kawhi Leonard 2016-2017. Il n'y a pas d'autres joueurs. C'est jamais arrivé. Et du coup, on se dit, ouais, mais c'est le PER. Alors du coup, j'ai regardé quelque chose d'autre. Les joueurs à plus de 50% de réussite, 50% à 3 points et à plus de 90% de réussite au tir, tout en marquant plus de 20 points. Parce que les mecs qui ont shooté 2 fois dans une série, on s'en fiche. Et juste pour vous dire, dans cette liste, il y a juste Reggie Miller, Dirk Nowitzki. Voilà. En gros, c'est les seuls mecs qui sont vraiment comparables parce que les autres n'ont pas vraiment shooté assez de 3 points. Juste pour vous dire, il est sur des bases là. C'est-à-dire qu'il fait ça et il défend en plus. C'est incroyable. Et juste pour vous dire, tous ces joueurs-là, ils n'ont pas tenu plus d'une série. Hein. Si Kawhi arrive à tenir ce rythme-là plus d'une série, c'est du jamais vu. Bon, après, c'est incroyable, j'en perds mes mots. Il détruit le match-up en face sur Memphis. Hein. C'est ce qu'ils veulent. C'est sur les autres tours, ça aidera pas, mais là contre Memphis, au poste 3, ils ont pas grand monde à lui mettre dessus. Hein. Ouais, ça c'est sûr, mais... Donc ça l'aide aussi. Après, il est en train complètement de surpasser le système Spurs. D'une part parce qu'il est, par exemple sur les playoffs, il a 33% d'usage pourcentage. Donc qui arrive jamais chez les Spurs. Qui arrive jamais chez les Spurs, quoi. Et puis mine de rien, les Spurs sont à 2-2 et il fait des playoffs comme ça. Donc c'est bien que le collectif Spurs n'est plus aussi fort qu'avant, mais que t'as un joueur aussi haut, tu vois. Non, mais je le dis parce que sur les saisons d'avant, c'était arrivé quand même. Parker, il avait eu des gros usages des fois dans les premiers tours de playoffs. Ouais, Parker a eu des gros usages sur les playoffs quand il était vraiment bon. Si, ils avaient ressorti, ouais. Non, mais continue, Pierre, sur l'idée que les Spurs ont pas... Ah, mais non, mais moi je le dis depuis un moment. Enfin, à un moment donné. On le dit tous depuis un moment, mais j'adore l'entendre quand même. Parce que apparemment, ça ne sort pas de nos podcasts que les Spurs sont en dehors de Kawhi, c'est complètement survendu. C'est Kawhi qui, en réalité, tient l'équipe plus qu'autre chose. Ah bah son lieutenant, c'est Tony Parker pour l'instant. En 2017. En 2017. Tu sais, Tony Parker, même les commentateurs américains, quand Parker met 10 points d'affilée, ce qui est arrivé là, ils disent c'est vintage Tony Parker. Donc ça veut dire qu'il est même plus... Enfin, tu vois, c'est même plus du Parker actuel, quoi. Donc...
Voilà, de toute façon, ils sont à 2-2, hein. Ouais, bah oui. Moi qui les avais donnés en sweep. Quand on regarde rien que niveau temps de possession, Kawhi a la balle presque 5 minutes par match. Tony aussi, il a presque 5 minutes par match. C'est-à-dire que 2 joueurs qui ont la balle 10 minutes par match chez les Spurs, ça n'existe pas normalement. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que... mais c'est n'importe quoi là. J'en perds mon latin, ça n'existe pas cette stat. À chaque touche de balle, hein, Kawhi Leonard, ça rapporte 0,5 points. Chaque touche de balle, 0,5 points, ça n'existe pas ça. Le mec il touche la balle, 0. Non mais c'est une moyenne, mais c'est incroyable comme moyenne. Des mecs comme quoi Harden ou Westbrook ils sont à 0,2, 0,3. Lui c'est 0,5. Non mais oh là là, c'est incroyable. Ah je suis trop, mais c'est exceptionnel ça. Entre lui et LeBron de l'autre côté, c'est incroyable. Et sans parler de, je vais te laisser enchaîner Alan, mais les mentions, mais c'est oh là là, c'est génial. Difficile de passer après ça quand même. Vive les années 2010. Donc moi Draymond Green. Ah oui. Parce que Draymond Green, ligne de stats, 11 points, 11 rebonds, 9 passes, 5 contres, 2 interceptions. De moyenne. Franchement, bon, bien sûr Kawhi est meilleur, bien sûr. On parle de Westbrook, de Chris Paul, de Harden, mais... Personne parlera d'Harden, hein, je te rassure. Non, mais les gens parlent d'Harden. Nous, on n'en parle pas, mais les gens parlent d'Harden. Il fait du 18 sur 18 au lancer franc. T'as l'impression qu'il fait un méga match, mais il est à 4 sur 15 en fait. Oui, parce qu'il fait ses bras sur les 3 points, c'est juste ça. Non, mais si tu parles de Draymond, énorme influence des deux côtés du terrain. Quand même 2 matchs sans KD. Hein. Personne n'a vu que KD était pas là. Hein. C'est le leader vocal. Non, il est énorme. Et voilà, donc même si Kawhi et tout, il fallait que je fasse mention du Gugus de la baie. D'ailleurs, et c'est pas que sans KD d'ailleurs qu'ils ont gagné. Ils ont gagné sans KD, sans Barnes et sans Livingston, un match là. Et personne a relevé quoi. Mais bon. Mais c'est incroyable. Mais est-ce qu'on peut lancer le brevet sur Playoff Draymond? Parce que j'ai l'impression qu'il est encore plus fort en Playoff lui. Déjà, match 7 de l'année dernière, il nous avait fait un match. Playoff Draymond, ouais. Parce que, ou la série contre les mêmes Trailblazers l'année dernière où Curry est pas là, mais il est incroyable. Hein. On va peut-être lancer le playoff Draymond. Je me tâte. J'analyserai les stats avancées et je donnerai mon brevet à playoff Draymond peut-être. Du coup, Pierre, tu allais parler, forcément, il est obligé de nous parler de Westbrook, hein, forcément. C'est dans le contrat, Je lui ai fait signer, le contrat qu'on lui a fait signer, obligation de mentionner Russell Westbrook. Non, mais, de toute façon, Westbrook, Oklahoma, on va mourir et vivre par Westbrook de toute façon. Hein. Juste son usage sur les playoffs, il est à peu près de 50%. C'est génial. Mais après, le problème, c'est... Moi, juste en night rating, quand il est sur le terrain, on est à 2,1. Quand il est hors du terrain, donc quand on a ces matchs Houston ou du Norris Cole... voire aucun des deux. On est à moins 40. Oh là. Oh purée, c'est génial. C'est génial. Ça n'existe pas ça. On est en moins 40 de night rating. Est-ce que tu comprends quand on voit Westbrook sortir les 3 dernières minutes d'un quart-temps? C'est pas bien. Et on perd le match 2 sur ça parce que... le match 2, non mais le match 2 c'est pas possible. Il sort, vous êtes à plus 13, il revient, vous êtes à moins. En 2 minutes. En 2 minutes, voilà. Et après on se plaint du Hero Ball, etc. Mais le match il se joue là. Et le match 3 on le gagne parce que Norris Cole, c'est triste à dire, mais fait une rentrée presque plutôt correcte. Et c'est triste à dire. Faut t'en féliciter plutôt. Non, c'est vrai. Norris Cole fait une rentrée correcte, il était correct, et on gagne. Et hier, il a été scandaleux, et on perd. Et contrairement à PG, Westbrook soutient tous ses coéquipiers. Quand on lui demande si son supporting cast l'a assez aidé, etc., il dit il n'y a pas de supporting cast, il n'y a qu'une équipe. Moi, c'est une réponse. C'est très beau. C'est beau, hein. Bon, il dit aussi j'ai confiance en mes coéquipiers comme eux, ils ont confiance en moi pour que je mette les shoots. Oui, mais après, par rapport au match 2, on va le défoncer parce qu'il prend tous les tirs, parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Mais c'est aussi sur ça qu'on l'a encensé en saison régulière, sur ses clutch stats, quoi. Ah oui, mais c'est ce dont on parlait. Le style de jeu, le système mis en place pour les triples-doubles de Westbrook, il a marché à ma grande surprise en saison régulière, mais en playoff, ça n'a aucun intérêt. Tu vas pas changer, et puis... moi, je te parle pas du système triple-double, je te parle du tout Westbrook sur les clutch situations. En fait,
c'est du Allen Iverson nouveau, mais dans une conférence qui est meilleure que là où était Iverson quand il a été en finale NBA. Donc ça passe pas. Après, il fait quand même sans ça, alors il a des pourcentages. J'avais cité cette stat, le match où il tire 46 fois. Il a des pourcentages horribles. Hein. C'est le deuxième plus grand total de l'histoire des playoffs derrière un match de Jordan. Mais Jordan, lui, sur ce match-là, il tire à 50%. Et d'ailleurs, quand on regarde, le mec d'ailleurs tire à 50% sur je sais pas combien de tirs, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, quand on regarde les 5 plus grandes performances, entre guillemets, grandes, au nombre de tirs pris, comme par hasard, il y a plus de défaites que de victoires. Je pense que c'est un indicateur. Et autrement, il va quand même, alors certes, ça va être peut-être dans une défaite, même probablement, mais il va réussir un exploit, encore une fois, c'est qu'il va tourner un triple-double de moyenne sur une série de playoffs, ce qui a été fait que 2 fois dans l'histoire. Et alors certes, c'est encore un exploit statistique et c'est un échec collectif, mais il est quand même, il aura quand même fait une saison incroyable. Après, le collectif, on savait que Houston était meilleur qu'OKC et on n'est pas passé loin d'un 2-2, vraiment. Je l'ai encore en travers de la gorge. À un joueur capable de mettre un lancer franc d'un 2-2. Ou à un aîné Hilario qui reste au Brésil et puis c'était bon. Ou un arbitrage sur Harden qui arrête de jeter les bras. Et forcément. La rhétorique de l'arbitre qui arrive toujours un petit peu après la fin de match. Non mais concrètement, moi je m'en plains pas de l'arbitrage parce que Westbrook les a aussi ses coups de sifflet. Non mais moi je m'en plains. Aussi, je m'en plains parce que Jimmy Butler, c'est pas possible. Mais ils le font tous maintenant, il faut faire une règle pour ça parce que. Non, mais et voilà, messieurs, dames, vous avez l'illustration de pourquoi je déteste les fans en playoff. C'est que voilà, ça se plaint, ça fait que ça se plaint. Non, mais Jimmy Butler, il tire combien dans ses francs contre Boston? Il y a 25, je crois. Mais Kawhi, il a 40 lancers francs en 4 matchs. Il a un match, il en tire 18, je crois. Toutes les superstars sont sifflées, hein. C'est pas juste Jimmy Butler, c'est pas juste James Harden, tout le monde là. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Oui, peut-être, mais c'est bien facile de s'en plaindre maintenant, je trouve. Non, mais moi, c'est pour ça que je te dis. Tu m'as joué le bec. Non, mais moi, c'est pour ça que je te dis. Je sais que Westbrook les a ses coups de sifflet, mais je veux plus qu'ils y soient ces coups de sifflet. Où tu fais juste un mouvement de bras sur le pic et tu jettes les bras, t'as 3 lancers. Ça n'existe pas, ça. C'est ridicule, c'est ridicule. T'as ça, il y a un point d'écart, il fait ça, il reste 1 minute. Le gars a même pas fait une action, en fait, il a même pas tiré, il a juste jeté les bras. Et moi, je trouve ça indécent pour le basket en lui-même, quoi. C'est. Enfin voilà, c'est une règle qui pour moi ça devrait peut-être changer parce que ils sont en train d'en abuser, d'en surabuser, mais c'est n'importe quoi. Et je dis pas ça parce qu'on a perdu sur ça hier, parce que Westbrook il en a 10 aussi des comme ça donc. Surtout après, ce que je trouve vraiment dérangeant dans ça, et après c'est toujours le cas, hein, mais c'est que c'est souvent souvent l'avantage des superstars, c'est-à-dire la même chose avec un joueur lambda, il l'aura jamais. Mais jamais ça reviendra à l'esprit de la Oladipo, il l'a pas hier. Ah oui, Oladipo il l'a pas, il met un 4 points. Alors que Gordon il touche la main et c'est exactement pareil, il met son 3 points Oladipo, mais il y a faute et elle est pas sifflée. Parce que c'est Oladipo. Ouais, tout simplement. Autrement, qui est le meilleur joueur à l'Ouest? J'ai l'impression que Chris Paul fait encore des playoffs incroyables. Chris Paul, Kawhi dans sa zone et en dessous Chris Paul dans sa zone aussi parce que puis Draymond. CJ McCollum, il est juste à 61% à 3 points. Non, mais lui, il faut qu'il se détende un peu. Moi, je l'ai défendu. Même Lillard. Bah, Lillard et McCollum est meilleur que Lillard. C'est quand même incroyable que cette saison, si quelqu'un vient me voir et vient me dire, essaye de me défendre le fait que McCollum a été meilleur que Lillard, ça se défend parfaitement. Ça te prouve le niveau de McCollum. Ouais, parce que Lillard, quand on faisait la liste des top 10 NBA, pour moi, il y est, je pense. Là, il a le malheur de tomber face à la meilleure équipe de la NBA et la meilleure défense, donc c'est pas génial pour produire, mais non, c'est incroyable, McCollum. S'ils les accompagnent bien et qu'ils se mettent un petit peu à défendre, ils ont quand même un sacré duo, quoi. Ah bah ouais, faut leur mettre des Golgoth à côté qui s'occupent de la défense, tout simplement. Nurkic pas blessé déjà, ça. Il joue pas à Nurkic le 4. Oui, voilà. Alors ensuite, la dernière question, La dernière question, on a pris des risques parce que c'est épineuse. Très épineuse, mais Alan et moi, on voulait en parler en flop et là, on va pas faire de top et de flop. Vous l'avez deviné parce que le timing devient difficile. On va parler d'Haïti. Ce qui s'est passé par rapport à Haïti, tout le monde connaît Isaiah Thomas qui a perdu un drame, sa petite sœur quelques heures avant le match. On va pas revenir, on va pas faire du podcast buzz en parlant à quel point c'était terrible pour lui, etc.
parce que c'est terrible. Enfin, il suffit d'être un être humain pour comprendre que perdre sa petite sœur, un accident de voiture, c'est terrible. Je pense que c'est le degré zéro de la réflexion d'essayer d'expliquer en quoi c'est terrible, parce que un être humain le comprend. On va s'attaquer plutôt à la gestion médiatique du cas Haïti. Je sais qu'Alan, tu voulais en parler, t'es fan de Boston, donc je vais te laisser. Faudrait peut-être que j'arrête de le préciser 8 fois par épisode, ça serait bien, parce que je pense que tout le monde est au courant. Les gens ont compris, je pense. C'est ça. Bah, Alan, je te laisse en parler. Est-ce que tu as à dire, vu que on comptait tous les deux en parler, donc. En fait, c'est pas que je vais crier, je vais m'énerver contre TNT, contre ESPN, qui en ont trop fait, mais c'est juste laisser le gars tranquille, quoi. Laissez-le tranquille, il fera son deuil, il a les images sur lui à l'échauffement quand il est en train de pleurer, les plans sur lui sur le banc avec Bradley. Je sais pas, laissez-le tranquille, laissez même le vestiaire gérer ça avec lui. Pour moi, ça reste de l'intime, ça doit pas être médiatisé comme ça. Bien sûr que moi, ça me fait beaucoup de peine et que je le soutiens, tout ça, que voilà, mais il n'y a pas besoin d'en faire trop, en fait. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Bien sûr, tous les messages, ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur, mais sa sœur, elle avait même une vingtaine d'années, même pas. Je pense qu'il faut respecter ça, il faut être avec lui, mais dans la, comment dire ça, dans la présence, mais pas trop présent, tu vois. En fait, moi, ça me manquait de classe, la gestion des médias. Alors, je vais tout de suite séparer. Je vais diviser tout ça en deux camps. Alors, ce qu'a fait le TD Garden, ce que font les joueurs des Celtics, enfin, de ce qu'on a vu, nous, à travers la télé ou les articles, je soutiens parfaitement. La minute de silence et tout, c'était parfaitement approprié, c'était très classe. Ce que j'ai pas du tout apprécié, en revanche, c'est la gestion divertissement, je vais le dire comme ça, de TNT, à nous passer 8 fois les images d'un mec qui pleure parce que sa petite sœur est morte. Je trouve ça très malsain. Très très malsain. Il y a un article d'SB Nation qui a expliqué ça très clairement. Quand les joueurs perdent leurs proches, on essaye de faire ça, de monter ça comme une histoire, un moyen pour que le mec se dépasse et tout. Très américain. C'est très américain ça. Mais laissez-le tranquille, le mec. Stevens, il lui a donné le choix, il a voulu jouer au basket. Laissez-lui la chance de jouer au basket. Arrêtez d'en faire un show. Mais c'est inadmissible de lui passer 8 fois. J'ai pas compté, hein, je dis un nombre arbitraire, mais c'est passé plusieurs fois les images d'un mec qui pleure parce que sa petite sœur est morte la veille. Mais on vit où là? Mais c'est n'importe quoi ça. Mais c'est malsain à un point. Mais on comprend j'ai pas besoin de voir l'image d'un mec qui pleure pour savoir que quand tu perds ta petite sœur, un accident de voiture, comme ça, il semblait très proche d'elle, il est pas bien. Ça sert à quoi les gros plans, comme tu l'as dit, Alan, sur lui, sur le banc, sur lui quand tu vois qu'il a les yeux rouges, forcément que le mec, il a pleuré avant le match, tout le monde le sait, un être humain, enfin, il suffit d'avoir des sentiments pour le comprendre. C'est quoi cette gestion spectacle de la peine? Mais ça aurait été mon plus gros flop en 53 épisodes. Et pourtant que j'en ai eu, hein. Mais alors celui-là, j'étais à 2 doigts de prendre le micro, de sortir un podcast juste avec moi pour insulter les mecs de TNT. Hein. J'étais Charles Barkley. Et ben tu vois, non, justement, je voulais en parler parce que Charles Barkley a dit un truc. Qui a été mal interprété. Ouais, c'est ça en fait. Il a dit ça me met mal à l'aise. Et en fait, ça a mal été interprété. Bien sûr, Charles Barkley, en répondant aux critiques, il a fait du Charles Barkley, c'est-à-dire qu'il s'est plus enfoncé qu'il s'est remonté. Mais en fait, ça a mal interprété. Ce qu'il voulait dire, et je pense il avait la même idée que nous, c'est que on n'a pas besoin de voir ces images. On comprend. Mettez-les nous une fois. Ok, ça passe. Mais on n'a pas besoin de les voir 8 fois parce qu'on comprend la peine du mec, tout simplement. Ah non, moi j'étais révolté de la gestion de TNT là. Je sais pas ce que tu veux ajouter, Pierre, mais je suis encore énervé. Désolé, mais c'est malsain à un point. Je suis complètement d'accord avec vous. Ils en ont fait une pièce de théâtre, un événement marquant de la série presque. On aurait dit que c'était un facteur de la série. Et moi, je trouve ça aberrant. En fait, c'est très américain, c'est comme vous l'avez dit, Jordan avec son père, ça avait fait pareil, enfin c'est tout le temps comme ça, quoi. Et je trouve ça scandaleux, quoi. Et puis, pour avoir vu le match après, les joueurs des Celtics, tout le TD Garden, ça a été top ce qu'ils ont fait avec lui, parce que d'un côté, ils l'ont soutenu quand il avait besoin, mais ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont considéré comme... Enfin, ils l'ont traité normalement quand il avait besoin, et je pense que c'est ce qu'il attendait, quoi. Alors que il a été traité normalement, pas du tout normalement par la TNT, quoi. Et ça, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Et
Fallait juste le laisser dans son coin, que c'était Isaiah Thomas, voilà, c'est tout, point. Il allait jouer le match, on parle du match. Et puis, la différence, c'est, tu vois, la différence entre le TD Garden et le TNT, c'est que le TD Garden, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire, ils applaudissent, genre, plutôt que, c'est la peine d'un mec qui pleure. Non, c'est Haïti, il joue au basket, voilà, c'est cool, minute de silence pour sa sœur, et on se bat, et plutôt que de pleurer à ses côtés, on va se donner 15 fois plus parce que ce match-là, il a envie de le gagner, c'est un symbole pour lui. L'autre côté, TNT, c'est nous montrer le mec qui pleure. Non, montrer un message d'espoir, c'est ça. C'est ce qu'a fait le TD Garden. Et c'est surtout que le TD, on le voit toute l'année, tandis que TNT, on les voit 4-5 fois. Il y a de ça aussi. On transfère Boston et que voilà. Voilà, c'est très triste. Mais voilà. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que TNT a trouvé ça justifié de nous montrer 8 fois l'image et de nous dire le mec est triste, mais je me répète, mais dans quel monde t'es pas triste que ta petite sœur meurt la veille dans un accident de voiture? T'as un cœur, tu comprends que c'est hyper triste, montrez-nous l'image, et on est hyper triste pour lui. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était terrible, on a tous eu la même réaction, c'est terrible pour lui, mais n'en faites pas un spectacle, tout simplement. Et on va finir l'épisode sur ça. On a bien fait de pas le commencer là-dessus parce que c'est une note triste pour Haïti, et on espère que, même si faut pas, justement, là aussi, nous, on fait ça, on en fait une pièce de théâtre presque, mais ça serait vraiment cool qu'il passe, quoi, parce que tu vois bien qu'il était pas en forme, mais n'en faites pas un spectacle, tout simplement, laissez à sa famille, à ses proches et à ses coéquipiers le soin de le réconforter. Du coup, on va s'arrêter, nous, pour un nouveau très long épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso, les plateformes où vous pouvez nous retrouver. On précise quelque chose dès maintenant, c'est qu'on a pris une décision. C'est une décision, je ne sais pas si on peut appeler ça une décision. C'est tout simplement, on s'est aperçu d'un truc. C'était peut-être une coïncidence, mais on vous a proposé 2 épisodes où on répondait à vos questions, et ces épisodes, c'était les 36 et les 56 et le 46. Donc du coup, maintenant, on a décidé quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'un épisode se terminerait par un 6, simplement, ce serait un épisode question. Donc du coup, on est au 53. L'épisode question, c'est dans 3 semaines. Je calcule très mal. Hein. C'est bien ça, c'est dans 3 semaines. Hein. On est d'accord ? Ouais. Donc vous pouvez déjà, alors si ça concerne des thèmes généraux et que vous avez une idée pour des questions, vous pouvez déjà nous les balancer. J'essaierai de me les garder de côté. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas. Des thèmes généraux plutôt, parce que c'est quelque chose de précis. D'ici 3 semaines, ça pourrait être peut-être périmé. Donc on vous rappellera ça de toute façon. Puis voilà, bon play-off. N'hésitez pas à nous suivre. Comme je l'ai dit, profitez bien parce que moi, j'avoue, je voulais le dire, mais j'ai pas osé, mais j'en profite parce que toutes les équipes des intervenants de podcast vont être éliminées, donc du coup, ou bientôt, donc du coup, je vais en profiter et je vais avoir enfin des intervenants objectifs, et ça va me faire plaisir. Alors peut-être que les Celtics vont peut-être passer, peut-être que, on sait pas, Memphis va peut-être passer, je n'y crois plus pour Oklahoma City. Mais je me dis que ça sera bientôt la fin d'une longue traversée du désert, parce que autant les fans, je les déteste, mais alors en playoff, c'est puissance 10, c'est insupportable. Donc voilà, c'est bientôt fini, je jubile, et puis on vous retrouve la semaine prochaine, et salut à tous. Salut. Salut.